Salut à vous, petit et gros tentacules. Bon, je viens de finir de monter la vidéo d'Historia. Je me suis bien rendu compte que j'avais un petit peu craqué du slip où on frôle les 2 heures. Donc voilà, je m'en vais de ce pas vous faire une vidéo concentrée, challenge 10 minutes max. Et puis voilà, si vous avez le temps, vous avez la grosse, on va bien dans le fond des choses, machin, tout ce que vous voulez, 2 heures, quoi. Soit vous avez la petite, tout simplement. Donc je vous laisse choisir. Bon visionnage à tous et je vous laisse en compagnie de moi-même qui dit bonjour. Salut à vous petites et grosses tentacules et tentaculettes. Aujourd'hui grosse vidéo, présentation mais surtout analyse d'Historia. Bon, j'ai pas caché que c'était un gros coup de cœur pour moi, mais qui aime bien châtie bien et on va en parler dans tout ce qu'il a de très bien et dans ses petits problèmes. Donc, Historia, oui déjà, avant de partir dans tous les sens, j'aurais bien voulu vous montrer, parce qu'il est beau, ça c'est le truc que vous avez entendu absolument partout, et c'est absolument vrai, j'aurais bien voulu vous montrer les images en 4K, mais justement, j'ai pas encore ma 4K, mais parce qu'il y a un très généreux donateur qui me dit bouge pas, j'en ai une nouvelle, je t'envoie la mienne », donc j'ai gardé hop les donations de côté, parce qu'on sait jamais hein, si c'est pété par la poste, machin, un truc ça, pour pouvoir me prendre une jolie 4K, et puis quand elle va arriver, comme ça je vais pouvoir prendre de l'éclairage, et puis du vrai son. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, Historia, ce que vous avez entendu, c'était que, il était beau. Ça, c'est indubitable. Enfin, je veux dire, tu peux pas parler de ce jeu sans dire que graphiquement, c'est vraiment, c'est très beau. C'est sous la 5e. C'est vrai, mais là, déjà, on va commencer à mener des petits bémols parce que c'est, voilà, c'est loin d'être que de la 5e. Et enfin, c'est qu'on joue des animaux. C'est vrai, mais c'est un peu raté le fond du truc, au sens que tu joues des animaux, tout comme dans les fables de La Fontaine, c'est des animaux. Mais on parle pas d'animaux, en fait, là-dedans, hein. L'animal, il est de surface et on parle d'humanité. Voilà, voilà. Donc, hop, comme plan, je vous propose, on va présenter vite fait la gamme, hein. Là, on va pas, voilà, pas inventer, pas casser quatre pattes à un canard. Ensuite, le background, les points majeurs. Ensuite, on va voir justement un début d'analyse sur le background, tout son côté génial et toutes les difficultés qu'il charrie. Ensuite, on va faire justement une présentation, le truc, c'est quoi les nouvelles, enfin c'est quoi les espèces jouables, c'est quoi les métiers, c'est quoi les carrières, c'est quoi les destinées, ce qui a remplacé les historiques. Et on va justement approfondir un peu les factions, parce que les factions, justement, c'est fait pour que vous, joueurs, vous puissiez les intégrer. Ensuite, on va voir les règles. Et après, on prendra un dernier temps d'analyse sur les règles et la conclusion. Voilà, voilà. Et puis, je ferai plein de cuts, comme ça va me permettre d'aller chercher du café, de sortir le clébard, tout ça, tout ça. Donc, point 1. Historia, la gamme et de quoi j'ai besoin pour y jouer. Donc, forcément, le livre de base, ça, c'est l'immense incontournable. Il est beau, il est chez Arcane, il est à 50 balles. Ensuite, on a le The Goodies, au sens l'écran. Pareil, hein, un écran qui est beau comme tout. Papapam. Donc, côté joueur, de la belle illustration. Côté MJ, des tables. Il y a beaucoup de place en fait qui sont pris dans les tables pour vous parler pour vous rappeler certains traits d'espèces. On a tout un truc sur les états. Et puis sinon, il y a une mécanique pour créer de l'adversité et déterminer certains DD. Difficultés, enfin voilà, hein, les niveaux de difficulté. On aurait pu avoir plein d'autres tables, genre par exemple les tables des blessures, ou enfin voilà. Pour vraiment mettre toutes les tables utiles, je pense qu'il aurait fallu un écran 5 volets. Donc en fonction des goûts et des couleurs, certains diront ah zut j'ai préféré telle table ou ah zut j'ai préféré telle autre. Voilà. Pour ma part, c'est vrai que le côté rappeler les instincts de base de chaque espèce, j'aurais préféré des tables pratico-pratiques du type table de blessure ou certains trucs par rapport à la chimie. Mais bon, là on est vraiment sur du goût et couleur. En pour de vrai, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, sauf quelques points, mais hop, on va garder ça pour le moment, on parlera des règles. Ensuite, tapin, le livre d'aventure, à savoir le recueil de scénarios. Il est plus qu'indispensable au sens Historia est un monde excessivement complexe et te jeter dedans dans le délire du je vais inventer une aventure, ça peut être
un peu difficile, et en plus on apprécie tout le temps avoir des recueils de scénar. Il y a beaucoup de scénarios avec des tons divers. Voilà, ça va du la micro-aventure qui est vraiment du scénar d'intro à des trucs un petit peu plus velus où ouais, il y a de l'enquête, il y a des mystères et tout ça. Et enfin, des mages, des brigands, des pleutres et des héros qu'on pourrait prendre pour une présentation en fait en gros de personnages. C'est beaucoup plus subtil que ça, mais on y reviendra. En clair, c'est voilà, la 7e mer avait sorti un supplément de ce genre-là dont j'ai zappé le nom. Les figures à Néphilim, ça fait partie de ces recueils où en fait tu vas avoir des infos par rapport aux PNJ majeurs du monde et certains petits éléments par rapport au monde en lui-même. On reviendra dessus. C'est voilà. À première lecture, j'avais pris ça vraiment pour du ouais, c'est cool, c'est une cerise sur le gâteau. Et en fait, non, 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 j'ai vraiment dit de la merde. C'est un level up du background. Mais du coup, va falloir qu'on parle de l'étrange et complexe manière dont Historia a construit du background. Parce que là, c'est pareil. C'est pas que c'est du jamais vu, mais ils ont un parti pris très tranché. Et forcément, le bouquin dont tu ne pourras pas te passer, le manuel des joueurs, ou du héros et dragon, ou du dragon d'Agathe, mais il te faut un moteur pur de 5e parce que tu l'as pas dans Historia. Voilà, c'est pas pour rien que c'est mis DD5 compatible, bah, c'est plus que DD5 compatible, c'est DD5 de base indispensable. Voilà, voilà, ça c'est pour la gamme générale, en sachant que j'aurais plutôt dit, enfin, les indispensables, forcément t'as le livre de base, à la base justement je vous aurais plutôt conseillé le recueil de scénarios, mais au final, hein, plus je le touche, plus j'y joue, plus je me dis non, non, le vrai indispensable, c'est les pleutres et les héros. C'est celui-là. En fait, ça va dépendre de l'optique que vous voulez jouer. Est-ce que vous voulez rester dans quelque chose de surface où effectivement bah, les aventures c'est tip top parce que tu as des trucs clés en main, ou si vous voulez voilà, développer votre propre campagne en essayant de voir les choses qu'il y a dans le vrai background, là, des pleutres et des héros sera plus indispensable. Sachant que des pleutres et des héros, ils ont fait l'immense effort qu'ils soient qu'à 15 boules. Voilà, pour un livre de jeu de rôle, j'oserais dire, ils l'ont rendu super accessible. Ouais, c'est la fausse économie, la fausse bonne idée de se dire ouais, non, en fait, il est vraiment bien, il apporte vraiment des choses. Donc il est à pas négliger. Je dis ça parce que j'aurais été le premier à le négliger, moi. Hein. Genre fait ouais, on s'en fout des trucs qui nous racontent la vie de certains PNJ qu'on a déjà dans le livre de base. Osef. Oh idiot de moi-même. Non, non, il est vraiment important. Voilà. Donc maintenant passons background général. Donc le background de surface. Tu joues dans quelque chose qui se veut niveau technologie renaissance, à savoir on a des armes à feu, l'imprimerie vient d'être inventée. Voilà, c'est les deux gros méchants trucs. On a déjà des formes de république qui commencent à apparaître. On a voilà, on a des petites choses qui font qu'on n'est plus du tout dans du Medfan du type il y a de la monarchie. Non, on est sur un monde qui a avancé d'un cran. Et ça se veut de la dark fantasy, non pas au sens du le mal à gagner ou un truc comme ça. Ça se veut de la dark fantasy parce qu'en fait, il a un côté sérieux. Il y a de l'obscurantisme, il y a du fascisme, voilà, il y a pas mal de trucs malsains qui sont intégrantes au monde. Il y a de la tyrannie. Voilà, on est sur un truc en fait qui est dark en ce sens-là. J'aurais presque préféré, au lieu d'appeler ça de la dark fantasy, de l'appeler réaliste. C'est bête, mais il y a vraiment un aspect réaliste. Il y a certaines sous-intrigues, tu te dis, ça fait du Machiavel là. Hein. Voilà, donc c'est pas de la dark fantasy au sens, il y a des gros méchants ou il y a c'est pas Sauron qui a gagné. Oui, je pense à Midnight. C'est complètement un côté, c'est sale parce que c'est réaliste. Voilà, c'est un côté tout l'aspect merveilleux de la vanilla, ça dégage à la poubelle. Là, on est sur un aspect quand même dur de la réalité. Voilà, voilà, ça c'est pour vraiment la grosse note d'intention de ce qui se cache derrière cette description, de dire que c'est de la dark fantasy. Ensuite, où c'est qu'on joue? Alors, tu as 4 cadres majeurs de proposer et beaucoup d'éléments mais là qui sont très peu développés.
mais d'autres zones qui vont être données. Alors, à savoir, tu as la Confédération. Hop, autant prendre le plan. Putain, la pile faite n'importe comment. Hop. Alors, la Confédération, c'est le pays qui est ici. C'est ce qui nous fait le plus penser à l'Italie de la Renaissance, au sens où c'est vraiment justement, littéralement, une confédération de cités-États qui se regroupent et qui se donnent une supra-identité. Après, chaque ville a ses petites histoires et c'est voilà. Il y a un petit peu du tirage de pattes entre eux puis de la concurrence, mais il n'empêche qu'ils sont très unis face à tout le reste. Et du coup, on a aussi cette forme de, on n'est pas véritablement dans une république, mais on n'est plus du tout dans une monarchie. Il y a un grand chef qui est nommé, mais enfin voilà, la politique est très marquée dans le jeu. Politique et religion sont très très marquées. Donc on est vraiment sur une forme d'organisation politique type cité-État italienne, en sachant que des 4 pays de base qui vous sont donnés, c'est l'endroit le plus, voilà, c'est les plus progressistes. C'est pas que des gentils, mais c'est vrai que si tu abordes le jeu, c'est ceux qui sont le plus proches de nous en termes de mentalité. C'est les plus tolérants. Par exemple, c'est un des rares endroits où effectivement, si t'as pas la religion dominante du coin, voilà, t'as le droit de vivre. T'as le droit d'aller faire ton temple dans ton coin. Ça, c'est à pas essayer au Saint-Royaume. Ça, peut-être t'as envie de te faire un bûcher direct. Donc, ils sont assez tolérants. Ils sont assez tournés sur voilà, les arts et les lettres. On a vraiment ce parfum Renaissance. Ils sont bien tournés au niveau aussi. Enfin, la magouille, c'est loin d'être les derniers magouilleurs. C'est des beaux fouteurs de merde. Mais il y a un côté, c'est les progressistes du continent. Ensuite, nous avons ici les vertes fosses, coincées justement entre la Confédération et le Saint-Royaume. Alors, les vertes fosses, c'est un petit peu les sauvages. Voilà, c'est non pas les sauvages au sens du c'est des arriérés, très loin de là. Déjà, sauvage ne veut pas dire arriéré, bien évidemment, mais c'est ceux qui sont le moins constitués en état. C'est en fait c'est une grande zone sauvage au sens de la nature avec des forêts, des montagnes où il y a des mines, tout ça. Et c'est un endroit qui a vraiment toujours eu du mal à être conquis. Ses petits voisins ont toujours essayé un petit peu de l'annexer et il a toujours bien résisté avec une population qui a un côté, j'allais dire, ouais, c'est les sauvageons. J'exagère complètement parce que c'est pas ça, mais ils sont quand même bien indépendants hein, et ils ont, voilà, c'est pas les chaotiques, mais ils aiment leur liberté. Voilà, ils vivent entre leurs forêts. Il y a quelques grosses villes, hein, mais c'est les indomptables du continent. Ensuite, nous avons le Saint-Royaume. Alors, le Saint-Royaume, c'est ici. À première vue, tu te dis, un joli truc unitaire. C'est pareil, c'est un beau bordel. En fait, avant, il y avait une monarchie et la religion des Ossements, ils ont pris le pouvoir et ils l'ont pris salement. Ils l'ont pris salement, voilà. C'est la religion des Ossements, il y a un côté, c'est le catholicisme. Voilà. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une religion qui mélange le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. À noter justement qu'il y a une hérésie qu'ils n'ont pas réussi à zigouiller, c'est l'hérésie carmin, qui en fait, qui font protestants, qui sont ceux qui disent non, non, pouvoir spirituel et temporel doivent être séparés, nous sommes là pour les âmes, et le pouvoir spirituel doit être laissé aux États. Bon, ils s'en sont un peu pris plein la gueule, guéguerre, machin, et en fait, bon, les Carmins, ils ont bien trouvé refuge ici, mais ils n'ont pas mauvaise presse, c'est-à-dire à la Confédération, et ils n'ont pas mauvaise presse au niveau de la Verte Fosse. Donc, le Saint-Royaume, c'est un peu l'endroit des fachos religieux. Voilà, j'allais dire la théologie, n'importe quoi. C'est la théocratie qui est quand même bien implantée. Alors, c'est pareil, ils sont pas du tout tous méchants, hein. Mais voilà, il y a des prêtres en fait du Saint-Royaume qui sont vraiment soucieux du peuple, qui sont pas dans la magouille politique. Mais dès que tu montes un peu d'échelon, c'est vraiment voilà, c'est magouille et compagnie, et ça sent pas toujours bon. Et là, nous avons les îles à Vienne. Oh, les petites îles sympathiques des oiseaux. Ouais, mais alors mon cupole, hein, je veux dire, si vous avez eu l'impression que je disais que le Saint-Royaume ils sont pas cool, alors les îles à Vienne, ils en sont encore bien à la monarchie, et pas la monarchie cool, hein, c'est monarchie Henri VIII, ultra, ultra pyramidale. Il y a encore quelques,
Il y a quelques punitions qui sont du type, alors bon, ceux qui dominent en fait, c'est les rapaces, c'est vraiment les oiseaux seigneuriaux, les oiseaux qui aiment chasser de la petite proie, les bons gros prédateurs. Et il y a encore certaines punitions dans certains coins bien reculés et très tradis, où c'est du genre, bon bah voilà, toi t'es condamné à mort, donc allez, lâchez le moineau et on lui court tous après pour le bouffer sa race. Donc ouais, non, les îles Aviennes sont ultra traditionnelles, mais traditionnalistes monarchiques, pas cool. Voilà, ça te donne pas spécialement envie d'aller jouer là-bas, ou enfin, c'est ultra en termes de caste, hein. Si t'es pas né dans enfin, le background l'évoque comme ça, d'ailleurs c'est marrant. Voilà, même si t'es un Léonard de Vinci, t'es né dans la case du bas, tu ne t'en sortiras jamais. Jamais. Là, le côté le mérite, machin, mon cupole, ta seule manière d'avoir un avenir, si t'es quelqu'un de doué et de bas de caste, c'est de te barrer des îles Aviennes. Il n'y a pas, voilà. Et il y a certains PNJ, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les îles Aviennes, c'est la monarchie dans tout ce qu'elle a de pas cool du tout. Donc on est vraiment sur une inversion des standards habituels des trucs de Medfan, où oh là là, le gentil roi, ah, mon cul le gentil roi, quoi. Les îles Aviennes, c'est vraiment la monarchie de tout ce qu'elle a de salace et de rétrograde. Ensuite, nous avons d'autres lieux. Alors là, je me massacre tout le temps dans le nom. Les îles Jaldorg. Bon, alors en gros, par là-bas, c'est les Vikings. On sait très peu de choses dessus, même s'il y a un PNJ qui nous en apprend un peu, parce que bon, il est un peu important. L'Empire du Khan. Là, on en sait un peu plus. Alors, l'Empire du Khan, c'est plus compliqué. C'est un peu une synthèse entre un côté, bah, le Khan, hein, les Mongols, mais le tout en mode Sibérie. C'est-à-dire, on est dans le désert blanc, à savoir le désert de neige, de glace, c'est tout de chez eux. Bon, après, c'est immense, hein, donc il n'y a pas que du désert. Mais là, on a le désert blanc, ça descend, enfin voilà. L'Empire du Khan, à lui tout seul, il fait la Vestérie, hein, c'est le nom du continent. Là, on a la République, et oui, il y a des républiques qui sont déjà instituées. Donc la République de Khalda, bon, on a quelques cités libres, quelques cités-États. Donc vous voyez, en fait, on joue principalement là, sur ces 4 royaumes, sachant que vous avez vraiment simplifié, hein. Par exemple, le Saint-Royaume, tu as un duché au milieu qui est un micro-État, tu as une forteresse, en fait, où des soldats, voilà, ils ont réussi à repousser un petit peu de l'invasion du Khan. Donc du coup, par rapport au Saint-Royaume, ils ont une semi-autonomie. C'est un gros bordel politique, ce jeu. C'est pareil, le Saint-Royaume a un petit peu envahi la Wurstfoss à ce niveau-là. Je vais dire, oh, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Non, mais la Confédération, ils ont fait pareil de l'autre côté. Enfin, il n'y a pas de vrai gentil, il n'y a pas de vrai méchant. Même si il est pas faux qu'effectivement, le côté Wurstfoss, ils emmerdent personne. Mais par exemple, chez eux, l'esclavage, ça passe. Voilà, si t'es pas assez fort pour te protéger, il y a des esclavagistes qui se baladent, je t'attrape, hop, on va te revendre, puis personne va te gueuler, t'avais qu'à être assez fort pour te défendre. On peut pas exactement dire qu'ils soient méga gentils non plus. Et la Confédération, enfin, je vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment agréable comme tout est en demi-teinte, au sens où bah, chez les méchants, tu peux quand même trouver des gens très sympathiques. Il y a des gens très sympathiques dans les îles Aviennes, il y a des gens très sympathiques au Saint-Royaume. Et tout comme quand tu grattes un petit peu, voilà, les vertes fausses et puis la Confédération, c'est loin d'être que des gentils. Voilà, voilà. Là-dessus, bon, on peut y passer tout de suite. Il y a aussi les factions. Il y a bon les factions. Allez, hop, on retourne les factions pour pas en zapper, parce que je serais capable d'en zapper une. Gna, gna, gna. Voilà. Les factions majeures du monde qui vous sont données, en sachant que tu as les règles, bon, très sommaires, mais tu as les règles quand même, pour créer tes factions. Les factions sont divisées en 4 rangs parce qu'elles sont abordables pour les joueurs, en sachant que ça va du 0 à 3. Voilà, ça sera important pour plus tard, mais on reviendra dessus quand on parlera de règles. Mais tout simplement pour dire qu'effectivement, le fait, voilà, on mesure facilement qui a quelle importance dans une faction, et surtout, on va facilement mesurer aussi l'implication des joueurs. Donc la première, l'armée de la plèbe, bon j'avoue, ils font un peu partie de mes chouchous. C'est les idéalistes révolutionnaires qui en ont un petit peu marre des tyrannies, qu'elles soient sous forme du Saint-Royaume ou tout autre. Ils se font un petit peu manipuler par la Confédération. Mais voilà, c'est les plus sympathiques. Quelque part, c'est un petit peu les Français. On a le cercle des murmures, avec la jolie chauve-souris là. Alors eux, c'est un peu le réseau de super espions agents secrets qui bossent pour tout le monde, mais qui bossent surtout pour leur gueule. Voilà, faut bien le dire. La compagnie du compas. Alors eux, c'est pareil, ils te semblent un petit peu couillons au sens nous sommes les marchands.
Ouais, alors on va rappeler, hein, voilà, la Révolution française faite par les bourgeois pour venir au pouvoir, tout ça, tout ça. Coucou, coucou. Tout le monde est en demi-teinte. Eux n'échappent pas à la règle. Ah, la confrérie des mortifiés, les grands tarés, les fanatiques religieux, ceux qui aiment... Voilà, c'est vraiment les plus extrémistes par rapport à la religion des ossements. C'est ceux qui sont flagellation et compagnie, qui aiment bien te balancer sur un bûcher. C'est des bons gros tarés. L'église des ossements, bon, on en parle depuis un moment. Voilà, le chien n'est pas du tout pour rien. L'église des ossements, il y a vraiment les canidos ont une grosse mainmise dessus. Les canidos ont une mainmise sur le Saint-Royaume. Il y a toute une histoire aussi que les ossements sacrés qu'on a retrouvés, bah, c'est des ossements de chien. Donc voilà, nous on est plus saints que les autres. Ouais, ça sent pas bon. Et effectivement, bah donc les canidés ils sont vachement religieux parce que quand même c'est eux voilà, la vraie filiation des vrais ancêtres. Donc oui, hein, il y a du racisme, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, c'est un des thèmes aussi. Et l'église des ossements, là je la présente très négative. On a eu des, bon, ça s'appelle pas des papes, mais enfin, voilà, on a eu des occiputes, des papes, qui en fait ont été plutôt progressistes. Ouais, spoiler, ils se sont fait vite assassiner la gueule. Mais donc on a quand même toute l'organisation des ossements qui sont donnés, parce que bah, effectivement tu peux jouer un prêtre de l'intérieur à tendance progressiste ou pas. Ça dépend à quel point vous, amis joueurs, vous avez à avoir envie de mettre justement un côté dark. On a les émissaires du Khan, parce que certes le Khan c'est loin, mais c'est un empire tellement puissant qu'il a lui-même une faction au continent, donc super intéressant. On pourra faire un petit peu, ouais mais ça manque un peu de background pour pouvoir le jouer. C'est pas faux, sauf que il y en a, mais il est disséminé, et puis de toute façon, je reviendrai dessus, c'est pas, enfin le background n'est pas donné d'un point de vue direct. Là, si je vous ai fait une présentation géographique, parce que justement, c'est comme ça que tu as le background qui t'est délivré, une présentation géographique, une présentation factionnelle, une présentation par les personnages. Et le vrai background de fond, je respecte déjà plus mon plan, c'est avec le tissage de toutes ces informations qu'il va falloir que tu fasses toi MJ. On n'a pas de chapitre où tout est tissé, tout est donné. Et effectivement, par rapport à Pleutre et Héros, tu as des nouvelles informations qui tissent tout. Voilà, faut aimer aussi, hein, voilà, lire entre les lignes, remettre des trucs d'information. Moi, c'était jouissif pour moi. Mais ouais, c'est pas facile. La fraternité du verre. Oh, encore une autre faction. Bon, en gros, c'est les mercenaires. Voilà. C'est eux, par exemple, qui ont réussi à annexer le château qu'ils ont défendu contre de l'invasion, machin, que personne n'y a vraiment réussi. Hop, eux, ils sont arrivés, et puis du coup, bah, ils sont un petit peu annexés. Et mais non, ils ont un petit peu, voilà, ils ont level up. C'est plus seulement des mercenaires errants, c'est des mercenaires qui ont un petit, enfin, comme certaines, bah, justement, à la Renaissance, factions de mercenaires qui ont tenté un petit peu de glisser sur l'anoblissement et de devenir autre chose que juste des mercenaires, mais de devenir en fait, bah, voilà, du pouvoir séculier. L'hérésie du Carlin. Ouais, j'avoue que c'est pareil, ils sont un peu dans les chouchous parce que d'un point de vue spirituel, c'est les moins corrompus. Voilà, ils n'ont pas encore eu du tout le temps de se faire corrompre, ils ont plutôt pris au contraire pas mal plein la gueule, et du coup ils ont réussi quand même à... Ils plaisaient tellement par rapport au peuple que voilà, avec l'église des ossements, bah, ils ont bien été obligés de les reconnaître et de faire bon ok, vous êtes une hérésie qui avait le droit de vivre, mais vous nous faites pas chier quand même trop longtemps. Tatin, on arrive sur l'ordo artiste occulta. Alors, bon, là on est comme dans The Witcher. Les mages, qu'on appelle les magus, sont aussi liés aux alchimistes et à quelques magies dont on entend parler, mais tu peux pas les jouer, mais des magies plus exotiques. Et en fait, ben, ils ont leur propre aspiration au pouvoir séculier. Et on sait très peu de choses sur eux. Il n'y en a que quelques phrases du genre mais le jour où les joueurs vont découvrir ce qu'il y a vraiment derrière, ils vont flipper leur maman. Voilà, voilà. Après, est-ce que c'est moi qui n'ai pas encore réussi à additionner certaines pièces du puzzle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, on est vraiment sur un côté The Witcher, des organisations de mages qui magouillent et remagouillent, sous un dehors du oh, nous on s'occupe pas du pouvoir politique, hein, on est dans voilà, on a quelques écoles, on a notre super tour des mages où on forme les petits jeunes, et on fait chier personne, mon cul. Et après, on a les règles de création de factions, parce que bah voilà, pourquoi se priver si t'en veux, il y en a. Bon, ensuite, il y a aussi les carrières, mais là-dessus, c'est un truc où ils ont pas appuyé le côté guildien des professions, tout en sachant que bah, justement, on joue dans quelque chose de très renaissance.
Donc les carrières sont quand même importantes, et si tu veux avoir un aspect guildien, ne te gêne pas, de toute façon l'ordre des marchands c'est exactement ça. C'est la guilde des marchands, c'est les carrières marchands qui ont réussi à tellement être importants et influents que ils sont devenus véritablement une faction et pas un sous-groupe d'artisans ou de métiers. Donc ça voilà, c'était pour le background de surface. Putain, je vais déjà à 25 minutes. Donc, comme je l'ai un petit peu glissé dessus, quand je vous dis que c'est du background de surface, donc déjà en fait il est détaillé. Hein. Je veux dire, quand tu abordes par exemple les backgrounds géographiques, on va bien t'expliquer voilà, la géographie, les villes importantes, le côté climatique des lieux. Il y a à chaque fois un paragraphe qui est pour la religion, tu as à chaque fois de la politique, t'as vraiment de quoi faire. Donc on a déjà toute cette couche de background. Ensuite, tu as la couche de background qui t'est amenée effectivement par les factions qui te ramènent des choses. Mais surtout, on a la couche de background qui est ramenée par les personnages. À savoir que dans Historia, à la fin, on a toute une galerie de personnages. À Historia, les monstres n'existent pas. Par contre, les personnages sont excessivement importants, les PNJ sont excessivement importants, et tu as des PNJ de différents rangs, du 1 au 3, les PNJ qui sont vraiment, qui fabriquent le monde. L'Occiput, le pape, tu l'as, par exemple. Le maître des agents secrets, tu l'as. Le grand chef qui est derrière l'organisation, justement, des espions qui aiment tout bien magouiller, tu l'as. Les gros mages surpuissants qui se font des magouilles entre eux, tu les as. Donc on a vraiment des choses qui te sont données, dont tu ne mesures d'ailleurs pas forcément l'importance à la première lecture. C'est pas seulement des PNJ, c'est vraiment la suite des clés du background. Tout en sachant que le merveilleux mage, brigand, pleutre, héros te remet une couche, voire à certains passages, pour ceux qui l'ont lu, je vous invite à aller retourner voir au niveau de la description consacrée à l'ossuaire, comme souvent, oh, une petite prophétie qui te dit, oh putain, là, je vais pouvoir créer une campagne. Tellement, en fait, elle fait écho à certains PNJ, certains trucs qui sont, alors, abordés du bout des doigts à d'autres endroits. Et après, à toi, MJ, de t'en emparer si t'as envie d'aller sur quelque chose qui va dans ce goût-là. Mais voilà, ça, moi, la première fois que j'en ai parlé, j'avais un peu dit, ouais, c'est super sympa, c'est une cerise sur le gâteau. C'est loin d'être ça, c'est encore des nouveaux éléments du puzzle. T'as certains PNJ dont on entend juste parler dans le livre de base qui te sont présentés ici. Quand je dis présenté, c'est pas staté, c'est présenté. Voilà, tu as un passage sur eux, t'as leur moelle épinière, t'as tout ce qu'il te faut pour leur narration, tu n'as pas les stats. Alors que les PNJ qui sont dans le bouquin de base sont tous statés, t'as le côté mécanique 5e qui t'est donné. Voilà, ça c'était pour une présentation sommaire donc du background, tout en sachant que, bon, je ne veux pas spoiler à mort, mais oui, effectivement, il y a des intrigues qui sont tissées par rapport à, par rapport à l'ossuaire, la réalité religieuse, certaines prophéties, donc il y a déjà tout un truc par rapport à la religion que tu peux t'emparer pour te faire une campagne. Au niveau géopolitique, il y a aussi des choses, aussi bien par rapport à l'invasion qu'il y a par exemple, c'est un thème qui est sympa. Donc la Confédération, ils sont venus en fait libérer les Vertes Fausses d'un tyran qui était là. Et ils se sont attendus à ce qu'on leur dise ouais merci les gars. Spoiler alerte, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, les locaux c'était un peu du genre ouais on s'est fait envahir, bâtard de la Confédération. Et les confédérés ils comprennent pas du genre mais putain mais on les a libérés, le mec qui était là avant c'était un gros tyran. Et factuellement tu sais toi MJ que c'était un gros tyran. Mais voilà, c'était leur tyran à eux, et du coup, les gens, ils ont pas apprécié se faire envahir la gueule, quitte à les libérer pour un tyran. Donc, t'as des thématiques lourdes d'un point de vue géopolitique, tout en sachant, par exemple, que le fils du tyran tue là en PNJ. Et là, c'est pareil. Historia est subtil. Le fils du tyran est tout sauf un personnage négatif, c'est un des personnages les plus positifs du jeu. C'est un des PNJ les plus sympas. Tu peux pas haïr ce gamin, il est excellent. Il est choupignon mignon, voilà. Il est encore pur dans ce monde de bâtards. C'est pareil par rapport aux gens qui sont, tu pourrais dire dans un jeu normal, genre certains révolutionnaires qui veulent abattre les méchants, tu vas dire oh c'est cool, c'est les gentils. Mais voilà, ils ont tellement été habitués par la haine, par le côté ouais le Saint Royaume a vraiment fait du mal aux miens et à ma famille,
qui sont passés en mode total extrémiste. Il n'y a plus du tout de mesure. C'est ouais, on va battre le Saint-Royaume, quitte à cramer tous les innocents. On s'en fout, il n'y a plus d'innocents. Tu crois aux ossements, t'es pas un innocent, je vais te cramer. Donc du coup, non, ils sont pas gentils non plus. Ils sont pas du tout gentils non plus. Donc on a vraiment une construction à la fois sur les PNJ qui a un bon niveau de maturité. Voilà. Et tu as plein de sous-intrigues qui sont tissées qu'il faut apprendre à repérer. Je vous conseille d'attaquer le background avec des notes. Ça vous évitera de le lire 25 fois. Le background est subtilement construit. Du coup, c'est un background complexe pour MJ qui va avoir le temps de s'investir, qui va aimer fouiner. Enfin bon, tu peux te prendre juste le jeu en background surface. T'as compris, voilà. T'as une galerie de PNJ que tu vas pouvoir utiliser, youpi. T'as des scénarios grâce au recueil. Et tu joues, j'oserais dire, Historia en mode léger. On enchaîne les scénarios au préfet et puis tout ça. Après, tu peux jouer Historia genre mode en mode beaucoup moins léger. Enfin, j'entends léger. En investissement, en te rendre compte que ce monde a plein de secrets qui te sont, voilà, qui te sont des petites pierres précieuses dispersées dans le background et que rien ne t'est donné gratuitement. Que toi, en tant qu'MJ, va falloir sortir ta pioche, voilà, et puis aller à la recherche de background et bien faire les liens entre les trucs. C'est un parti pris extrêmement osé parce qu'on va à l'encontre des habituels, enfin voilà, du pré-mâché parce qu'on sait aussi que les gens ont plus vraiment le temps de se bouffer un livre, voilà, dans tous les sens, que les rôlistes, voilà, ils ont plus vraiment le. Ben là en fait, ça va te demander de faire un effort, ami MJ, si tu veux vraiment toucher la sève d'Historia, sa moelle, sa substance, va falloir sortir ta pioche à background et allumer tes neurones et bien aller gratter le travail de fond qui a été fait, car le travail de fond de background, c'est du travail d'orfèvre, c'est du beau, mais c'est pas du donné. Enfin voilà, c'est pas du pré-mâché. Là où c'est très intéressant, je me répète donc du coup après, hop, je vais aller premier Wawa qui gueule, c'est ce côté double couche, une couche jouable pour, j'ose dire, le commun des MJ. Si tu veux pas te casser la tête, voilà, tu sais quel pays fait quoi, t'as ta galerie de PNJ, tu les lis un coup, tu dis, oh, je peux créer une aventure dessus. Et puis après, si tu lis bien, que tu fouilles, machin, tu te rends compte, non, mais en fait, tout il a déjà été créé. Et lui, c'est par rapport à ça, 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 lui, il est en lien à ça, lui, il est en lien à ça. Et là, tu vas commencer à avoir les neurones qui chauffent, tout en sachant qu'effectivement, les fins mots de l'histoire ne sont pas donnés, au sens vraiment, il te donne des pistes, il te crée des choses, et après, c'est à toi de t'en emparer. Mais c'est pas en fait quelque chose fait par paresse, c'est fait quelque chose, on reviendra dessus tout à l'heure, parce que, en fait, Historia est un jeu à narration partagée. Voilà. Ils ont intégré la narration partagée dans DD5, et c'est pas fait pour faire semblant. Et je me spoil pas tout, on va dire quand même, autant mécaniquement, il y a peu d'éléments pour t'aider à faire de la narration partagée, autant en fait, les éléments d'aide à la narration partagée sont ces éléments de background cachés dedans. Et c'est pas facile, ne serait-ce que de s'en rendre compte. Enfin voilà, faut vraiment le lire, faut le pratiquer, faut pour commencer à te dire, mais en fait ça c'est des éléments en fait pour que le MJ s'en empare, elle donne à ses joueurs et que tous autour de la table, vous tissez la réalité de fond. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un jeu exigeant d'un point de vue background. Voilà. Bon, du coup, hop, ça va être le petit moment de ma pause. Je vais aller me faire un café, prendre les wawa, et je reviens tout de suite. On va s'attaquer justement. Qu'est-ce que vous proposent les règles? Alors, à Historia, qu'est-ce qu'on peut jouer? Alors, c'est comme d'habitude structuré, comme d'habitude pour du DD5, race, classe, historique, sauf que ça porte d'autres noms et qu'on y ajoute faction, métier et des petites choses dont on reparlera. Donc, les races, c'est familiae et espèces. Et on va voir tout de suite tout ce qui est jouable parce qu'il y en a taquet. C'est structuré exactement de la même manière qu'une race habituelle, enfin les espèces, à savoir que tu as des modificateurs de carac, et puis tu as des traits qui spécifient tout simplement ton espèce. Donc on va pouvoir jouer deux ordres, à savoir les mammifères qu'on appelle les terriers et les oiseaux qui sont appelés les aviens. On le sait qu'il existe certaines formes de batraciens et de reptiles, c'est-à-dire les serpents conscients existent en PNJ et les crapauds géants conscients existent en PNJ. Tu ne peux pas les jouer. Est-ce un manque de place, un choix des auteurs? Je ne sais pas. Ce qu'on peut de toute façon souligner déjà, c'est que tous les crapauds, serpents et compagnie, c'est des gros bâtards. Donc voilà.
Alors, dans les terries, tu peux jouer. Alors, c'est bien parce que les Familiae, à chaque fois, ils ont sorti les noms latins. On allait vérifier. Bah, c'est les vrais noms, en fait. Donc, il y a un petit instant culture. Donc, on a les canis, à savoir les limiers, les dogues, les domesties, les lévries, les primois. Après, on a les édentis, où tu peux jouer les tatous, les pangolins, les paresseux, les fourmiliers. Les eulipis, où tu peux jouer les hérissons, les taupes, les musaraignes. Les félis, lynx, chats, pumas. Les liquets, lycées, coyotes, lupis, vulpes. Les mustacis, avec deux i, gloutons, loutres, martres, ratons, laveurs, putois et blaireaux. Les rodènes, castors, porc-épics, leporidae, sciuri et souris. Alors, les leporidae, c'est des lapins, en fait. Et les sciurois, pas sciuri, c'est des écureuils. Les rumincis, putain, élans, bovinae, chèvres, daims, haris. Les sotis, cochons, sangliers. Les ursis, ours brun, ours noir. Et les vespertilii, chauves-souris, roussettes, vampires. Les vampires ont une petite rengaine assez cheatée, mais bon, qui a ses petites limites. Ensuite, dans les aviens, on peut jouer les anséries, à savoir canards, cygnes, oies, pélicans. Les cornix, corbeaux, corneilles, pies. Les graconis, hérons, cigognes, ibis, grues. Les pixies, je sais pas comment ça se prononce. Moineaux, rouge-gorge, pivert, rossignol. Les rapax, aquilae, falchi, vultori. Bon, là, c'est aigle et compagnie. Hein. Les ruspé, Fasciano, Pavi, Gali, et les Striges, Titonae, Noctae, Assi, Strix. Vous avez vu, c'est chiant le latin, au final, tu comprends rien. Bon, t'as plein de types d'oiseaux et plein de types de mammifères. Il y a vraiment à boire et à manger pour tout le monde. Moi, les seuls joueurs où j'ai eu de la petite limite, en fait, c'est ceux qui voulaient faire des serpents. Voilà, bah tu peux pas. Truc très important à souligner, c'est pas pour rien qu'ils se sont emmerdés à faire les familiae et les espèces, c'est pas qu'une histoire de style pour bien citer des trucs latins, c'est qu'en fait tu as l'instinct c'est une mécanique super importante dans le jeu, on reviendra dessus quand on parlera des règles, à savoir que, bon, comme d'habitude dans les trucs structurés avec l'historique des DD, tu vas avoir ton trait, ton lien, ton défaut, sauf que là, en fait, vu que vous jouez, en fait, enfin, vous jouez des animaux, que la question de la raison versus ton instinct naturel en tant que bestiole est importante, et oui, hein, tout ça traite de l'humain, on a le côté en fait que sur tes trois cases, tu vas en avoir une que enfin, sur tes trois cases, donc entre ton lien défaut et trait, qui vont être donnés par ce qui remplace l'historique, les destinées, il y en a une au choix du joueur qui va gicler et qui va être remplacée par justement sa familiae et son espèce. Vous allez me dire, ouais, familiae et espèce, ça fait que deux. Ouais, mais justement, il y a l'instinct général, à savoir, est-ce que tu es un prédateur, une proie ou un omnivore? Et là, ça va te donner trois, trois phrases qu'il va falloir que tu réécrives. À savoir, vous savez, dans votre historique, quand vous jetez un dé et puis que vous choisissez, puis que vous avez un tableau qui vous donne un truc, l'Historia est beaucoup plus vague. Tu as une phrase type que tu dois en fait réécrire par rapport à ton personnage en t'inspirant de ce qui t'est donné pour justement que ça colle bien à ton perso. Et ça dégage les alignements à la poubelle. Ce qu'on pouvait déjà faire avec l'historique de DD. À savoir, dans les généraux, le prédateur, je combats avec férocité pour dominer les autres. La proie, j'obtiens ce que je veux en évitant la confrontation. Et l'omnivore, je trouve toujours une voie médiane. À savoir aussi que quand je vous dis on remplace, en fait, vous allez devoir choisir si ce que vous remplacez, c'est votre idéal, votre lien et votre défaut. Et votre idéal, vous le notez par je veux. Puis après, vous trouvez votre tournure de phrase. Par exemple, là, ça serait voilà, je veux combattre avec férocité pour dominer les autres. Si tu choisis ça de mettre en idéal de prédateur dans ta voie générale. Voilà. Ensuite, tu as le lien, c'est ce que tu peux. Et ton défaut, c'est ce que tu dois. Et amuse-toi à construire ton truc. Et ça doit justement être des éléments de background qui t'aident à construire ton perso. Nous, sur la création de groupe, on y a passé pas mal de temps et ça a été vraiment un bon moment de plaisir, même si les 5 premières minutes, tout le monde fait et ça fait un peu peur. Mais en fait, voilà, quand tu te retrousses les manches et que tu te mets bien dedans, ça type vachement ton perso, ça lui donne, voilà, ça remplace complètement les ce qui est alignement machin, ça lui donne vraiment une bonne profondeur sur 3 types de phrases sympas. Ensuite, tu as l'instinct de la familiarité, à savoir, effectivement, hein, tous les canis, ils ont un instinct général, tous les rapax, ils ont un instinct général, voilà, c'est des prédateurs, mais du coup, c'est un petit truc plus spécifique, et après, chaque espèce a à nouveau un instinct d'espèce.
Donc ça vous fait bien en fait 3 types d'instincts qui vont être amenés à ou pas remplacer au fur et à mesure les instincts qui te sont donnés par ton destiné / historique. Voilà, voilà. Hop. Et forcément, hein, comme à chaque fois, avec des pires dessins. De toute façon, j'ai une caméra de merde. On a vraiment... de toute façon, ça c'est le trait qui est de foufou dans Historia. Les dessins, voilà, ils tuent leur maman. Maintenant, arrivons à ceux qui habituellement intéressent bien les joueurs, les classes, qu'on n'appelle pas du tout classes dans ce jeu. On va appeler métier. Bon, là, faut faire un peu gaffe, vu qu'en fait, il y a aussi des histoires de métier au sens de carrière. Faut pas confondre. C'est vrai qu'au début, moi j'ai eu un petit peu de mal à pas mélanger les noms, et puis bon, voilà, faut aider les joueurs, hein, on dit bien métier pour les classes. Alors, on t'incite aussi à mettre toutes les classes habituelles de DD à la poubelle pour jouer celles-là, et effectivement, elles sont créées vraiment pour refléter le monde d'Historia, donc c'est une forme de background, hein, bien évidemment, mais vraiment mécanisée pour la 5e. Alors, on a l'alchimiste, qui est quelque part un des plus complexes et un des plus typés sur ce qu'apporte Historia. Parce que l'alchimiste, en fait, en devenant plus fort, il va apprendre à faire des compositions chimiques, magiques, puis après il peut faire des combinaisons entre elles de ces trucs qu'il trouve, et on va appeler ça des cycles. Et en fait, ces combinaisons, alors autant tu as les éléments de base qui t'ont donné, autant ce que tu vas être amené à bidouiller toi en tant qu'expérimentateur alchimiste, c'est à créer entre le joueur et le MJ. C'est là où dans les classes, on sent clairement le plus l'intention de narration partagée. J'exagère à peine, mais c'est un peu comme si tu devais créer tes sorts à DD avec ton MJ. J'exagère de pas beaucoup. Parce qu'effectivement, si on a vraiment les briques de base qui te sont données, les combinaisons, les découvertes de tes alchimistes va être à faire avec ton MJ. Donc, de toute façon, c'est clairement mis en note. Pour ce qui est des cycles, nous nous sommes contentés de décrire une partie des combinaisons envisageables afin de vous laisser des champs libres et d'encourager le joueur et le MJ à collaborer pour imaginer des découvertes inédites. Je pense que ça dit ce que ça veut dire. Et c'est vrai. Donc ça va être, si vous jouez juste règle DD5, on en reparlera, hein, il y a plusieurs manières de jouer à Historia. Ça va être la classe la plus problématique parce que vous ne pourrez pas éviter un minimum de collaboration joueur-MJ pour la création de certaines spécificités de la classe d'alchimiste que si tu mets à la poubelle, tu ôtes quand même pas mal d'intérêt et puis tout simplement d'équilibre de puissance par rapport aux autres joueurs. Donc là, faut vous y coller. Et puis ouais, non, mais ils sont très sympas. Enfin, c'est nos petits Frankenstein. Donc voilà, l'alchimiste c'est très sympa. Moi j'avoue que quand on a créé le groupe, je dis ouais, si personne il en veut, moi ça m'arrange. C'est une classe pas chiante, mais c'est une classe compliquée. Après elle amène beaucoup, mais voilà, on a mis pas mal déjà de tout ce qui est optionnel en narration partagée. Donc c'est bien, personne ne voulait jouer, ça m'a arrangé. On a l'artificier. Bah oui, la poudre existe dans Historia, donc du coup, tu as des gens qui sont spécialisés dans son utilisation. Et artificier, on va voir autant effectivement les démolisseurs que les ingénieurs, que les gens qui sont à l'aise au fusil, tout simplement. Donc je vous ai fait les spécialités, hein. L'arquebusier, l'ingénieur et comment ils l'ont appelé l'autre, le grenadier, celui qui fait tout péter à grands coups de charge explosive. Ensuite, nous avons l'aventurier. Là, vous allez me dire, mais si en fait l'aventurier, c'est une classe plutôt sympa, ça va être la classe qui est le plus ouverte au voyage. Voilà, l'aventurier, il bouge à droite, à gauche, tout comme les rôdeurs, il va avoir des terrains de prédilection. Et les aventuriers sont assez intéressants si vous aimez jouer des explorateurs, des voyageurs, c'est vraiment la classe pour vous. Avec chaque fois il y a des spécialités, mais voilà, l'aventurier c'est une bonne surprise. Hein. Quand tu ouvres le bouquin, tu dis mais les aventuriers c'est tout le monde. En fait non, ils ont créé une vraie classe d'aventuriers qui a du sens. Puis voilà, c'est ça, c'est les gens qui vont à l'aventure, littéralement. Eux, tu peux les appeler aventuriers en fait. Ensuite, on a les flagellants, à savoir les curés sadomasochistes. C'est ceux qui passent leur temps à se fouetter. Les illustrations sont très parlantes. Je vais vous les montrer. Les flagellants, c'est eux. Voilà. Viens déjouer ton masochiste.
ouin ouin, je suis méchant, ouin ouin, j'expie, ouin ouin, je me fais du mal. Et ils sont pas du tout, enfin voilà, ils sont assez intéressants en fait. À jouer, ils ont donné des vraies mécaniques. C'est pareil, hein, au niveau de leur spécialité, enfin, t'as l'ascète, t'as le fanatique et t'as le pasteur. Donc on a plusieurs, voilà, on a plusieurs grandes fanatiques, qui a littéralement parlé la spécialité fanatique, même si c'est pas mal tous quand même des bons gros allumés de la religion. Ensuite, on a les gens de guerre, ce qui va remplacer guerriers et compagnie. Et là où c'est très intéressant, c'est que pour dans gens de guerre, ils ont pris l'option avec les guerriers qui ont les nombres d'actions en plus. Que JB nous a déjà expliqué 15 fois que c'est voilà, c'est la spécialité de guerrier la plus balèze. Et ben là, c'est la spécialité de guerrier de base. Donc tous les guerriers, tous les gens de guerre ont leur dé d'action que tu peux rajouter justement aux actions, hein, comme ça s'appelle. Il y a le second souffle, tout ça. Et dans les archétypes, enfin, t'as de l'archétype martial, t'as du style de combat. Le genre de guerre est en fait une des rares classes de combattant-combattant. Mais du coup, il est bien développé. Et puis, il a des archétypes sympas. Et ce qui fait qu'en voilà, en un métier, ça veut dire une classe, pas bien. En un métier, tu vas avoir toutes les classes de baston qui vont être regroupées. Et là, c'est quand même très bien fait. Alors, tu as le condottiere pour voilà, le mec qui combat en guerre. Tu as le gladiateur qui porte bien son nom, qui a un petit pouvoir goût du sang au niveau 3 qui est totalement cheaté, surtout si tu appliques une des règles optionnelles. En fait, c'est un truc qui a fait que tu vas récupérer tes dés d'action de guerrier et de gens de guerre quand tu infliges des niveaux de fatigue. Et bon, si tu n'impliques pas certaines règles optionnelles, les niveaux de fatigue, il y en a de temps en temps, et de temps en temps, tu récupères tes dés. Si tu appliques la règle optionnelle que les PNJ n'ont pas de points de vie, sauf les gros boss, et que quand tu leur tapes dessus, tu leur infliges des niveaux de fatigue, ton gladiateur passe son temps à récupérer ses dés d'action. C'est une combinaison de règles qui fait que le gladiateur est ultra cheaté. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Le mec, à niveau 2, il a 4 dés d'action. Si tu appliques cette règle, dès que ton coup il passe, tu vas infliger un niveau de fatigue, donc tu vas récupérer un dé d'action. C'est ultra cheaté. C'est un des combos totalement cheaté du jeu, quoi. Et puis en plus, le côté Enfin, moi j'aime beaucoup la règle qui fait qu'avec tous les PNJ mineurs ou voilà moyens, on se fait pas chier avec toute une série de points de vie et qu'on leur applique des niveaux de fatigue. Mais du coup, ça répercute que cette capacité devient totalement surbalèze, quoi. Le lettré, ouais, comme un dragon, sauf qu'ils l'ont fait autrement. Et le lettré, il est très intéressant. Nous, on en a un dans le groupe, et vraiment, c'est très sympa. Donc, apprendre de ses erreurs, conseil à viser. Enfin, c'est le mec qui, alors, c'est pareil, ils ont une réserve de points qu'ils vont pouvoir utiliser pour, voilà, un point de préparation peut transformer des résultats de jet inférieurs à 10 en 10. Un point de préparation pour qu'un allié dépense des dés de vie. Enfin, il y a vraiment pas mal d'utilisations et c'est des conseillers qui sont du coup qui sont très utiles dans le groupe avec des domaines d'études. Donc tu peux devenir médecin, tu peux devenir un inventeur, tu peux devenir un politicien. Donc ils sont vraiment intéressants, vu que je rappelle que Historia c'est un jeu qui joue pas du tout en mode on va tuer des monstres, les monstres n'existent pas et on explore des donjons. Ça peut être possible au sens aller rechercher des secrets ou aller fouiner par rapport à certains vieux trucs. Tu peux avoir un côté donjon, mais ça va être beaucoup plus Dark Indiana Jones. Voilà, ça va pas être du donjon du genre il y a un magicien qui est planqué au fond de son donjon. Non, ça n'existe pas. Le magus qui remplace les magiciens. Alors d'une certaine manière, le magicien à Historia a été vachement nerf. Enfin, de toute façon, la magie a été vachement nerf. Même la magie de guérison, par exemple, tu jettes un sort de soin, ça va, pour que ton sort de soin marche, ta cible va être obligée de dépenser les dés de récup. Voilà, c'est déduit qu'il a normalement pour ses repos. Et voilà. Et par exemple, enfin le repos, ils ont pris des options longues. Enfin, on en parle au moment des règles. Mais en gros, les magus sont très intéressants. C'est un mix entre le magicien et l'ensorceleur, à savoir qu'il a des points d'enchantement, mais il va avoir une liste de sorts plus grosse que juste un magicien. Donc non, c'est vraiment, c'est très intéressant. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils sont structurés en fait par des découvertes de secrets. C'est-à-dire, quand ils étudient la magie, ils vont devoir choisir entre certains éléments. Voilà. Tu choisis en fait d'être spécialisé dans l'air ou dans la terre. Tu peux pas les deux. Dans la lumière ou dans les ténèbres. Tu peux pas les deux. Dans l'eau ou dans le feu.
Tu peux pas les deux. Dans le corps ou dans l'esprit, tu peux pas les deux. Et là, je vous ai fait en fait toutes les spécialités qui existent, en sachant que tu vas pouvoir avoir spécialité après spécialité. Donc tu pourras jamais toutes les maîtriser. Par contre, ton magus, en augmentant, il acquiert certains secrets. Et qui plus est, la métamagie maintenant est liée aux secrets qui sont liés dans l'élément. Donc tu vas avoir une métamagie qui va tomber avec les premiers secrets que tu vas découvrir d'un de tes éléments. Après, tu vas découvrir un secret plus avancé d'un autre élément ou de ton premier élément. Chaque élément apporte une liste de sorts spécifique liée en fait à la symbolique de l'élément. Mais tu peux aussi avoir ta liste de sorts à toi comme n'importe quel magicien dans DD. Donc d'un côté ils sont nerfés, de l'autre ils sont pas nerfés du tout parce que voilà, en termes d'école, ils ont fait mieux que DD5 de base. Voilà, le côté les écoles et les spécialités de DD5 sont beaucoup moins goûtues que enfin je trouve que comment ils ont constitué la magie dans Historia, ça a vraiment été une belle surprise. Il y a beaucoup de pages qui sont consacrées au Magus parce que effectivement il a du goût. Il a beaucoup de goût. Bon, je ne vais pas commencer dans les secrets de métamagie, mais c'est vraiment c'est bien fait, c'est intéressant. Et voilà, ils perdent par exemple, bon, les sorts au-dessus du niveau 5, c'est-à-dire les sorts du niveau 6, 7, 8, 9, vous allez en prendre qu'un. Ah ouais. Et ils vont coûter cher à être lancés. D'un autre côté, vous avez la possibilité justement d'avoir accès à une métamagie qui est plus malléable, d'avoir des combinaisons entre justement les différents secrets que vous allez apprendre qui vont rendre vos personnages relativement buffés s'ils sont bien construits. Et je parle pas d'optimisation, mais vraiment, voilà, s'ils sont bien construits, c'est intéressant. Le malfaiteur qui remplace toutes les classes de voleurs et compagnie, et du coup qui est très intéressant, en sachant que oui, effectivement, on peut avoir le côté backstab avec l'assassin. Coucou, voilà. L'espion. L'espion qui a un côté un peu étrange à gérer parce que il a beaucoup de capacités d'aptitude, pour utiliser le langage des DS, d'aptitudes qui vont tourner sur leur fausse identité. Donc l'espion, au niveau de la théorie, je le trouve génial, il est vraiment bien fait. Au niveau de la pratique, il va être dur à intégrer dans le groupe parce que voilà, en fait, l'espion, il va jouer vraiment seul dans son coin, il fait son truc d'espionnage, donc c'est possible de les intégrer dans le groupe, mais ça va être compliqué, quoi. Chaque nouvelle aventure, faut qu'ils se construisent une fausse identité, machin, c'est jouable. C'est un peu c'est le looping de l'agence Touriste, mais c'est pas le plus évident à manier pour les MJ et pour les joueurs. Et nous avons enfin le voleur. Voilà, malfaiteur, voleur. On a le marchand, qui est presque aussi un voleur lui aussi. Donc marchand, très intéressant, avec il a des trucs de branche de commerce, il développe son business, je vous l'ai dit, un marchand, il y a le côté, c'est à la fois un métier, on va avoir, par exemple, tu peux être marchand, artisan, ou tu choisis un artisanat spécifique, et faire partie de la faction des marchands magouilleurs. Et baigner vraiment dans le genre, non, moi je suis juste un bourgeois capitaliste, mais en fait je fais des grosses magouilles politiques pour renverser telle et telle faction, ou enfin voilà. Marchand, une classe à ne surtout pas sous-estimer, même si c'est plus une classe, j'oserais dire, au long cours, pour jouer en campagne, parce que sinon c'est pas le truc qui va être le plus intéressant. Le prêtre, bon là sans surprise. Ce qui est très intéressant, c'est que quand ils ont constitué le prêtre, on n'est pas sur un prêtre qui va être forcément de l'ordre des ossements. Voilà, le prêtre est construit de manière assez large, qui fait que on a des religions mineures, certaines de la verte fausse, qui sont un petit peu données dans le background, mais on a aussi tout le côté les religions exotiques qui sont là grâce à la Confédération, que tu peux complètement en fait utiliser, en sachant que tu utilises le globi-boulga général de prêtre. Et puis après, tu vas choisir quel type de prêtre tu joues. Donc effectivement, si tu as un prêtre des ossements, qui est la grande majorité, si tu as un prêtre de l'hérésie Carlin, qui peut être tout à fait faisable, hein, nous c'est ce qu'on a à notre table, ou si tu veux un prêtre beaucoup plus exotique, et que tu veux diminuer ton espérance de vie quand tu te promènes dans le royaume. Voilà. Ensuite, on a les destinées. C'est ce qui va remplacer l'historique. Donc elles ont toute un bon petit descriptif, elles ont vraiment un côté généraliste. Par exemple, on a l'art, la fatalité, elles vont donner vraiment un goût au long cours. Dans sa présentation, on te le présente pas mal comme c'est quelque chose qui remplace les historiques. Ça, c'est un peu la même chose où quand tu crées l'historique, tu es un peu tourné vers le passé de ton personnage. Quand tu crées la destinée, comme son nom l'indique, tu es aussi un peu tourné vers son futur et vers ce à quoi il aspire.
voilà, ça te donne pas une protection scénaristique pour dire ah, il faut forcément que ça soit joué, mais il y a un aspect des aspirations de ton personnage qui sont pris en compte que d'habitude l'historique gère un peu moins. Sinon, c'est exactement la même structure, hein. On a ce qu'on appelle la valeur, ce qui, bon, qui a sa case dans ta fiche de perso, sauf que bah, c'est, vous savez, ce petit pouvoir que va te donner ton historique, et ben c'est la valeur dans les destinées. Légèrement plus fort et qui marche systématiquement à coup d'inspiration. Voilà. Et ensuite, ben, on a les descripteurs qui vont te donner tout ce qui est le lien, l'idéal, le défaut et le trait de caractère, comme dans un historique normal. Et c'est ceux qui vont bah, justement remplacer ceux que tu n'as pas encore complétés à cause de ton espèce ou de ta familiae ou de ton côté prédateur, omnivore, tout ça. Et enfin, dans la destinée, petit plus très très non négligeable et vraiment intéressant, on a rivaux et alliés. À savoir que chaque personnage, quand un joueur va le créer, aura à choisir soit de déterminer un allié, soit de déterminer un rival. Et il laissera l'autre au MJ. Bon, après, là, on est vraiment dans la narration partagée, au sens, tu vas me dire, ouais, ok, alors les règles d'équilibrage, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles. Voilà, rivaux et alliés, ça tient en ça, de texte, avec un exemple, et en gros, bah, mais faites bien ce que vous voulez, faites bien ce que vous voulez. Et c'est à toi, MJ, de, voilà, de composer aussi entre les envies de votre table et l'équilibre du jeu, ou de, voilà. Moi, en règle très très simple, hein, ça a été, ouais, si tu te crées un allié très fort, tu auras un rival très fort. Et hop, voilà. Et vu qu'il y a des histoires de rang, bah, c'est très simple de gérer les forces et les faiblesses des alliés et des ennemis, enfin des ennemis, des rivaux, c'est pas exactement la même chose. Donc, dans les destinées, on a l'art. Puis oui, forcément, les destinées, ça te file aussi tes bagages, voire tes possessions de départ, et puis tes marques. Alors, le marque, c'est un système qu'ils ont utilisé pour créer voilà, ta richesse globale. Donc, on a l'art, la découverte, la dévotion. À chaque fois, on a un très joli petit tableau. Ouais, je vais pas tous les faire, surtout qu'on voit pas grand-chose. Mais voilà, on a un très joli petit tableau sympathique. Bon, j'arrête de vouloir revenir sur le côté règles, ce sera après. La fatalité, l'héritage, l'illumination, le néant, la révolution et la vengeance. Et puis si tu veux, tu peux créer tes destinées, voilà. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui te sont donnés. Au final, une destinée, ça va être créer une valeur, filer du bagage, et puis créer du descripteur. Sachant que les descripteurs sont là pour être inspirants. C'est un exemple de descripteur en art idéal, c'est quelle beauté recherchez-vous, quel message voulez-vous délivrer au monde. Tu prends ça, tu globi-boulga par rapport à ton personnage, et tu te crées une phrase sur ton idéal à toi. Avec toujours le fameux qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je peux. Donc c'est vraiment des guides, ce ne sont pas du tout des obligations, c'est vraiment des guides d'inspiration. Après on a richesse et influence, donc les mécaniques de marque. Donc là on a un joli petit tableau qui te fait que si tu as un temps de marque, par exemple de 0 à 10, ton style de vie c'est simple et ton nombre de pièces d'or disponibles c'est 50. Alors que si tu es entre 80 et 100, ton style de vie c'est royauté et ton nombre de pièces d'or disponibles c'est 20 000. Voilà. On a aussi un système de gloire qui est très intéressant, qui est en parallèle des points d'XP. Et la gloire, en fait, tu peux avoir une gloire positive ou négative, voire ta gloire positive peut être interprétée négativement quand c'est une gloire positive par rapport à des factions et des royaumes que tu es face aux factions adverses. Donc c'est vraiment intéressant. Donc à gloire 5, tu es connu, après gloire 10, éminent, gloire 20, célèbre, gloire 30, tu es une légende vivante. Et ta gloire, c'est aussi ce que tu vas investir dans tes factions et dans tes carrières pour progresser dans ta faction et dans ta carrière, pour être reconnu par tes pairs d'un point de vue carrière. Oh, c'est le plus grand fabricant de tonneaux de tout le royaume. Oui, tonneau, c'est un exemple des bulles que j'ai pris. Tout comme si une faction t'intéresse et que tu veux grader dedans, il va falloir investir des points de gloire. En sachant effectivement, si vous avez fait une aventure où vous avez largement influencé positivement une faction, vous allez plus gagner de points de gloire que vous devrez plus ou moins investir dans cette faction. Après, on a le truc sur les factions qui vont du rang 0 au rang 3. Donc il y a
4 niveaux de rang, en sachant que voilà, c'est 0, 1, 2, 3. Tout comme il y a 4 niveaux de rang par rapport à... Putain, je dévie dans la mécanique. Au niveau de mécanique générale, niveau 1, 5, 6, 10, 11, 12, 11, 15 et 16, 20. Les rangs de puissance. Bon, en fonction de la faction, il y en a qui se quittent plus facilement d'autres. Et puis tu as tout un petit tableau qui vont, voilà, qui vont t'aider à bien te repérer dans tout ce bazar. Donc tu vas avoir les contacts de rang, les contacts, les avantages qui sont d'un côté, les factions te permettent aussi de gagner bien plus de thunes, et puis tout ça. Bon là c'est pareil, au niveau des factions, mais j'aurais bien aimé que, et ça les musiques peuvent le pondérer, mais par exemple la faction des petits révolutionnaires comme l'armée de la plèbe, bah, t'as envie de dire, mais voilà, pourquoi gagner autant que la faction de des 1, 2, 3, des commerciaux. Mais ne t'inquiète pas, parce que chaque rang justement de faction, quand il y a des petites règles à donner, eh ben, on va te donner les prérequis et il y aura aussi des petits pouvoirs spéciaux, capacités spéciales qui apparaissent au niveau 2. Après voilà, je dis que j'aurais aimé un truc plus développé parce que bon, parce que c'est mon trip quoi, mais on a déjà à boire et à manger et des règles pour ça. Ensuite, nous arrivons, bon, là, les règles de créer une faction, aux carrières, qui marchent exactement comme les factions, hein, savoir que tu vas du rang 0 au rang 3, et c'est pareil, hein, tu vas avoir des avantages, les avantages des rangs 1 et 2, tu vas avoir de la thune, tu vas avoir des ressources et de l'équipement en plus. Et aussi une capacité spéciale, sauf que pour les carrières, la capacité spéciale, elle apparaît au rang 1. Voilà, tout simplement. Donc, les carrières, on a artisan, artiste, cartographe, fonctionnaire, historien, hors-la-loi, marin, précepteur, soldat. Voilà. Ce qui est assez sympa, c'est que ça joue aussi sur... c'est souvent des trucs qui sont liés au point de gloire. C'est-à-dire, tu as des indications, si tu veux bien progresser dans ton métier, les types d'actions qui te seraient favorables de faire. Bah, forcément, du genre, hein, quand tu es un soldat et que tu fais des grosses bagarres, bah, c'est plus mieux la classe pour toi. Après, on a les règles pour créer une carrière. Ensuite, on est sur le chapitre 7, équipement de vestérie. Bon, bah là, on a de l'équipement qui est typé sur le monde, en sachant que l'important, ça va être bon. Sur tout ce qu'on appelle les objets rodéliens. Il y a des endroits où il y a vraiment des super artisans qui font que bah, tu as des objets vachement mieux que les autres. Ça coûte absolument la peau du cul, hein, ça coûte 500 pièces d'or l'amélioration. On a les armes, mais surtout, ah oui, une grosse liste d'armes. Ouais. Ça, c'est même pas toute la liste d'armes. Et là, je suis juste sur les armes de corps à corps de guerre. On a aussi la liste d'armes normales, une liste de boucliers, une liste d'armure plus grande que dans du DD5 normal. J'ai beaucoup aimé le côté la Jacque, qui est une armure en soi, sauf que c'est tellement culturellement vu comme une non-armure. Bah, elle t'est donnée dans les armures, parce que bah, mécaniquement, en termes de règles, ça marche comme une armure. Sauf que c'est le genre de truc qu'on te demandera. Enfin voilà, personne ne va te traiter comme si tu arrivais en armure. C'est pas comme si tu avais une côte de maille. Si tu as une Jacque, c'est des habits renforcés, et, voilà. C'est culturellement accepté comme tous, comme des habits, en fait. Donc ça, c'est marrant. Pas mal de petites nouvelles propriétés des armes qui te sont données. Parce que bon, ils ont des nouvelles propriétés par rapport au jeu. Le seul point chiant par rapport à ça, c'est que le tableau amalgame les nouvelles propriétés des anciennes propriétés que tu as dans le livre de base de DD, et tout ne t'est pas redonné là. Donc si tu n'as pas une très très bonne mémoire, quand tu es sur le tableau des armes, tu cherches une petite définition, tu peux te taper le combo de genre, oh ok, donc j'ai regardé telle arme, ah elle a telle propriété, je regarde en bas, ah merde, il faut que j'aille chercher dans le livre de base de DD. Ça, c'est le petit truc à peine dommage quand, bon, bah voilà, hein, les propriétés d'armes de DD, ça n'aura pas pris quoi de les remettre. Armure, bouclier, arme à Vienne, parce que forcément, les oiseaux n'utilisent pas les mêmes armes. Donc, nous avons aussi des armes et des boucliers et de l'armure pour les aviens, en sachant que, bon, c'est traité sur une seule page, et que, bon, côté équipement, tout ce qui est oiseille, les oiseaux, vous en aurez un peu moins. Et nous arrivons sur les armes à feu, traité aussi en une page. Oh, de toute façon, ça sert à rien que je le monte, hein, cam de merde, et puis que vous n'allez pas lire là-dessus. Mais voilà, on a quand même pas mal de types d'armes, armes à feu différentes, l'arquebuse, la bombarde, la coulevrine, le foukoun, le foukono, putain, parce qu'en plus je l'ai ok, le mousquet et le pistolet.
Sans compter que la classe des artificiers dont on a parlé avant, eux sont des tels experts en armes qui ne sont pas seulement du j'utilise bien mes armes, c'est qu'ils bidouillent leurs armes comme des chercheurs, et en fait leurs armes ont des options supplémentaires. Voilà, ils ont des plus mieux bien un flingue. Tandis que voilà, le gars de base, il a juste ces armes-là. Il y a une putain de combo à faire en biclasse si tu prends guerrier, enfin gens de guerre artificier par rapport au pistolet. Parce que voilà, il y a un truc par rapport au pistolet qui fait que tu peux gagner une attaque gratuite. Enfin, il y a 2-3 petites combos méchamment cheatés dans le jeu. Et voilà, si vous aimez les combos cheatés, allez voir sur le côté une biclasse, artificier, gens de guerre. T'as juste besoin d'un niveau d'artificier. T'as tes 3 niveaux de gens de guerre, t'ouvres ton gladiateur et là tu deviens une machine à tuer. Ce qui d'ailleurs, enfin, j'en parle parce que moi j'ai un petit peu aidé le seul bourrin qu'on a du groupe pour que justement il soit bien optimisé. Parce qu'on a un groupe justement qui s'est bien constitué, un télo ouvert sur les problématiques historiques, de religion, politique, tout ça. Et t'as toujours le problème quand t'as un groupe bien intéressant comme ça, quand ils tombent face à de l'adversité, bah, ils se font laminer la gueule. Pas de secret. Donc du coup avoir un personnage que MJ et joueurs, on cherche bien à l'optimiser, bah, je trouve que c'est de la bonne optimisation au sens ça me permet à mon groupe de pas se faire défoncer la gueule pour rien, parce que bah, un seul personnage combattant devient très redoutable. Et bon, ça fait pas que le groupe il tue tout ce qu'il veut, mais au moins en cas de conflit, j'en ai un qui peut bien permettre aux autres de suivre et puis qui lui-même peut se barrer sans se faire défoncer la tronche en 2 temps 3 mouvements. Voilà, voilà. Bon, on arrive sur les règles additionnelles. Papin. Alors, les règles additionnelles. Je disais qu'il y a plusieurs manières de jouer à Historia. Soit tu vas jouer au sens du je joue de manière très DDS classique et tu vas mettre une grande partie des règles additionnelles d'Historia à la poubelle parce que tu vas pas te casser la tête. À ce moment-là, tu vas utiliser les règles d'inspiration et puis les règles de blessure. En sachant qu'à Historia, ils ont voulu un système un petit peu plus réaliste mortel qui fait que quand tu arrives à 0 point de vie, tu peux te prendre des blessures dans la gueule. Tu as même une option pour faire encore pire, quand tu arrives à 0 point de vie, tu dois faire des jets de mort. Là où je dis oui, l'intention de faire un petit peu plus mortel, je veux bien, enfin d'un autre côté, des dés, des dés 5, tu arrives à 0 point de vie, il y a toute une mécanique, machin. Voilà, mais j'aurais bien voulu introduire quitte à être vraiment plus mortel, introduire les blessures un petit peu avant. D'un autre côté, c'est une possibilité qui est laissée au MJ, puisque tu te prends des blessures sur des coups critiques ou des blessures sur des coups massifs, c'est-à-dire toi en tant qu'MJ, tu es libre de dire à ton interprétation à toi, là tu t'es pris beaucoup de dégâts, j'en ai rien à foutre, tu te prends une blessure. La règle, elle est simple, la règle, elle est à ton interprétation. Voilà. Les blessures, les cas où tu peux t'en prendre, c'est la première fois que ton personnage voilà. La première fois qu'un personnage essuie une attaque réduisant ses points de vue à 0 lors d'un combat, tu te prends un niveau d'épuisement. Lorsqu'un personnage réduit à 0 point de vie est touché par une attaque, tu te prends un niveau d'épuisement. Lorsqu'un personnage subit un coup critique, il subit un niveau d'épuisement en plus des dégâts normaux de l'attaque. Lorsqu'un personnage subit un coup critique causé par une arme à feu, tu subis un des 6 niveaux d'épuisement. Lorsqu'un personnage est réduit à 0 point de vie, subit un coup critique, un des 6 niveaux d'épuisement. Lorsqu'un personnage subit une quantité notable de dégâts, au choix du MJ, blablabla, un des 6 niveaux d'épuisement. Ensuite, tu as tout le tableau des blessures. Quand tu te prends, voilà, lorsqu'un personnage est réduit à moins de 0 point de vie à la suite d'un coup critique ou d'une attaque, il subit une blessure. Nia. Et tu as tout un tableau des blessures, sachant que les blessures certaines se soignent, d'autres pas du tout. Hein. Je veux dire, quand tu perds la perte d'un bras ou d'une main, bah, ça repoussera pas. Perte d'une jambe, ça repoussera pas. Perte d'un œil, ça repoussera pas. Bon après, tu as bien sûr la magie qui peut un peu t'aider, mais la magie est quand même relativement rare et les sorts de soins aussi. Donc voilà, bonne chance. Bon, après, tu peux aussi avoir juste la cicature impressionnante. Si tu as de la chance dans tes blessures, tu tires un 20, tu vas gagner des points de gloire en plus. Ouais, ça te fait badass. Mais bon, à part le vin, les blessures sont pas cool. Tout ça pour dire. Bon, vous avez vu que dans les blessures, on parlait aussi beaucoup des niveaux d'épuisement. Parce que j'explique comme de la merde. Effectivement, les niveaux d'épuisement sont très importants à Historia et dans l'intentionnalité, c'est fait pour que tu meurs à coup de niveau d'épuisement plus que tu meurs en arrivant à 0 point de vie. Même s'il y a la règle optionnelle des gestes de sauvegarde contre la mort quand tu arrives à 0 point de vie. Voilà, juste au-dessus, on a la règle optionnelle, jet de sauvegarde contre la mort, qu'on dit bien, oh ami MJ, discute-en avec tes joueurs parce que c'est vraiment violent. Et puis sinon, tu as la règle de base,
on peut mourir à coup de niveau d'épuisement, sachant que voilà, à 6 niveaux d'épuisement, tu meurs. Je rappelle que ne serait-ce que le premier niveau d'épuisement, hein, de mémoire, les tests Carac divisé par 2, après tu as la vitesse divisée par 2, enfin l'épuisement c'est assez violent, hein, au niveau mécanique. Quand tu commences à avoir des niveaux d'épuisement, ton personnage est vraiment réduit. Voilà. Après, bon, on a l'histoire de guérison et les dés de vie qu'on doit ressortir. Après, on a la résurrection qu'on dit quand même que c'est pas souvent et que surtout ça traumatise automatiquement. Après, on a les traumatismes. Ah, voilà. Bon, je vais commencer à dire, bon, Historia c'est bien, mais c'est vraiment un côté très narration partagée qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. À savoir que le traumatisme n'est pas défini d'un point de vue règle. Tu sais que tu as automatiquement un niveau de traumatisme si tu es ressuscité, et sinon c'est c'est au choix du MJ. Voilà, là ton personnage, moi je dis qu'il a un gros choc psychologique, donc tu as un niveau de traumatisme. Jusque-là, vous allez me dire, le vieux geek qui pinaille, on s'en bat le steak. Eh ben non. Si on t'explique que les personnages meurent surtout à coup de niveau de fatigue, j'oserais dire, faudrait qu'on le dise aussi clairement que tes personnages, la première raison que tu vas avoir de les perdre, c'est les traumatismes. Revenons sur ce que je vous disais sur les destinées. Tu dois faire ton trait, ton lien, ton défaut, ton idéal. Dans cette histoire, le trait compte pas. Il nous en reste 3. Le lien, le défaut, l'idéal. L'un de ces 3 a déjà été remplacé par un instinct. Il t'en reste 2. Lorsque tu te prends un traumatisme, sur ta fiche de perso, là où grâce à ta destinée, tu as écrit une petite phrase qui définit en gros la psychologie de ton personnage, si tu te prends un traumatisme, tu choisis une des deux cases, tu la gommes et tu vas choisir dans les traits, les traits instinctifs entre est-ce que tu es un prédateur, de ta famille et de ton espèce, et tu la remplaces. A priori, quand on lit les règles, c'est définitif. Et encore pire que ça, lorsque les 3 cases sont remplacées, à savoir dès que tu t'es cumulé 2 traumatismes, tu deviens un PNJ. Et de manière irrémédiable. Voilà, ça c'est écrit. Tu as l'esprit brisé et le PJ se transforme irrémédiablement en PNJ. J'ai trouvé ça méga giga violent. Donc je conseille clairement à tout le monde de faire oui mais non. Au contraire, toi, MJ, tu peux plus te permettre de lâcher du traumatisme à partir du moment où tu dis que c'est une crise passagère. Voilà, et personnellement, à ma table, c'est comme ça que je vais l'utiliser. De toute façon, c'est moi qui détermine les règles. À savoir qu'effectivement, quand tu gardes cette règle de traumatisme, déjà, en tant qu'MJ, tu ne sais absolument pas qu'est-ce qui est... Enfin, tu n'as aucune indication sur qu'est-ce que tu dois considérer comme traumatisme. C'est à toi de le déterminer. Alors genre, c'est la guerre, ta femme et des gosses sont morts, est-ce que c'est un traumatisme? Ou alors, est-ce que achever quelqu'un d'innocent qui te demande grâce, est-ce un traumatisme? Avoir un copain qui a la tête qui explose 1,50 m de toi avec un tronc blond, est-ce un traumatisme? Chaque groupe de jeu va devoir décider et trancher à sa table. C'est un jeu qui aboite sur du DD5, a des grosses questions qui sont laissées en mode narration partagée, c'est-à-dire coopération entre MJ et joueur. C'est le cas de la règle de jet de sauvegarde contre la mort. C'est aussi le cas de la règle du traumatisme, sauf que là c'est encore moins partagé, c'est le MJ qui choisit. Je pense que c'est le genre de truc que le MJ doit en discuter avec les joueurs, sinon si comme moi t'aimes bien mettre des traumatismes parce que c'est rapide, dans la vraie vie être traumatisé ça va vite, et justement Historia, malgré qu'il soit de la magie qu'on joue des animaux, a vraiment un côté qui se veut réaliste. Donc du coup autant rendre les traumatismes réalistes. Et donc du coup les blessures ça peut vite être des traumatismes aussi. Donc voilà, mon premier conseil par rapport à l'adaptation des règles d'Historia, c'est de faire que les traumatismes, ce soit pas du irrémédiable. Que ça soit effectivement, quand ton personnage, de pouvoir les distribuer facilement, les traumas, et que ça soit une crise plus ou moins longue en fonction de à quel point ça a été traumatisant ce qu'il vient de vivre. Et comme ça va permettre en fait justement d'avoir toute cette thématique entre la raison, la conscience et l'animalité qui pourrait être retraitée à table. Quelque part, c'est un peu comme Cyberpunk quand il traite du rapport homme-machine, qui est irrémédiable, Cyberpunk, mais là, avec quelque chose d'un peu plus rémédiable qui va vous permettre de faire, faites comme vous voulez, moi c'est le parti pris que j'ai à ma table,
le côté, voilà, un traumatisme n'est pas définitif, parce qu'un traumatisme, il va te permettre de, hop, là, ton perso, à toi, ami joueur, ça devient un PNJ, il fait un truc correspond, en fait, à ses instincts. C'est-à-dire, si tu es une petite proie, tu vas te barrer. Si tu pètes les plombs, alors que par exemple, tu joues, voilà, un genre de guerre très axé sur la religion, donc quasi un paladin, dans Historia, mais t'as un clébard ou t'as un loup et t'as un gros instinct de prédateur, le moment où tu vas vriller en traumatisme, ce sera fini, hein, le respect des ancêtres, et puis on va être gentil avec les petits gens, t'es un putain de loup assoiffé de sang et tu fais un massacre. Et après, tu reviens à toi et il faut vivre avec ça. Et je trouve ça plus intéressant, justement, ces allers-retours, parce que on a justement cet aspect séquelle psychologique qui peut se créer dans le background et qui va vachement étoffer vos personnages, tout simplement. Ensuite, repos et guérison. Bon, ça, c'est la règle qui dit, c'est la règle optionnelle du guide du maître, qui fait qu'un repos court, en fait, c'est ce qu'avant était un repos long, et les repos longs, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Bah, c'est exactement ça, hein. Ton repos long, tu l'auras entre deux aventures, et ton repos court, c'est ce qui avant était un repos long. Voilà. Après, bon, on en arrive là où ça devient encore plus compliqué. Aventure, organiser l'histoire, machin, machin, à savoir qu'on va aborder. Bon, il y a aussi des règles pour récupérer certaines ressources, machin, il y a tout un truc compliqué. C'est là où on t'explique aussi les rangs d'aventure. Rang 1, 1 à 5, rang 2, 6, 10, rang 3, 11, 15, rang 4, 16, 20. C'est là qu'on t'explique les scènes narratives, on vient dessus tout de suite, et c'est là qu'on t'amène la règle d'or quand l'histoire se passe de règles, à savoir que quand la narration est plus importante que les règles, vous mettez les règles à la poubelle et vous jouez que au niveau de la narration de ce que raconte l'histoire. Donc, par où commencer? Hop, hop, hop. On va commencer par ce constat simple. On a cette mécanique on peut jouer des dés normales, et on va vous proposer d'avoir des scènes narratives, des scènes collaboratives, et complément à tout ça, le MJ va gagner des points, tout comme dans un PBTA, un Dungeon World, des points pour simuler ses actions. Voilà, l'action du MJ, pour tous ceux qui connaissent le PBTA, là en fait, en tant qu'MJ, tu as des points qui vont te permettre d'être dépensés pour compliquer la vie de tes joueurs. Pour ça, en fait, la scène narrative, c'est un des défauts d'Historia. Voilà. La scène narrative, c'est la colonne que je vous montre. Et tu n'auras que ça. Et encore là, tu as de la chance, tu as des règles. Elles ont un petit bug, mais au moins tu as des règles. Au-dessus, on a la description de la scène collaborative. Là où c'est écrit scène collaborative, si vous voyez pas très bien, on s'en fout. C'est le tout petit paragraphe tout au-dessus. Voilà. Le tout petit truc ici, c'est ce qui va t'expliquer comment faire une scène collaborative. Et tu n'as pas d'autre véritable outil qui va t'être donné. Il y a forcément les petits conseils un petit peu à droite à gauche, mais c'est extrêmement sommaire, c'est extrêmement insuffisant. C'est-à-dire quelqu'un qui débarque de DD5 en se disant Historia, c'est cool, c'est un jeu qui est sur la 5e, et en plus j'ai entendu dire qu'il y a un peu de narration collaborative, c'est cool, ça fait un moment que j'en entends parler, j'aimerais bien en mettre quelques petites gouttes. Qui débarque, qui tombe là-dessus, sans jamais avoir fait de narration collaborative, voire avoir joué à PBTA, parce qu'en fait c'est les mécaniques de PBTA qui sont légèrement reprises avec ces deux mécaniques de narration, et le fait qu'on donne des points d'action MJ qui remplacent les actions de MJ dans le PBTA, je loue cette bonne chance, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Je ne le vois pas. Très honnêtement, je ne le vois pas. Pour moi, c'était un vrai petit bonheur, parce que depuis le temps que j'en parle, tout le monde, je pense, sait que la narration collaborative, j'aime bien. Mais en termes d'outils pour l'aide à la narration collaborative, c'est extrêmement léger. Tu n'as que 7 colonnes, plus ce tout petit truc. Voilà, c'est en discuter avec un joueur, Iron Swarm, que j'ai encore dû massacrer le nom, toutes ces tables qui vont t'aider à la narration collaborative, t'as pas. Non, t'as pas. Le vrai truc qui va t'aider à la narration collaborative, en fait, c'est tout le background qui est disséminé partout, qui est en fait en plus ou moins co-construction, parce que là, c'est des projections de moi, hein. Si tu veux jouer à MJ ancienne école, c'est que des trucs que tu vas garder pour toi pour faire tes scénars et tes bidouilles du monde. Mais vu qu'il y a la narration collaborative, je vois pas l'intérêt. Enfin, la narration collaborative, justement, c'est une collaboration. Donc tout ça pour dire que j'ai suradoré le fait que Historia ait des ambitions de narration collaborative. Il ne donne pas les moyens à un MJ qui débarque d'un système DD5
de comprendre. Un MJ qui débarque du système DD5, pour qui c'est le premier contact avec une narration collaborative, ne peut aller qu'à la catastrophe. Voilà. Voilà, hein. Les 20-40 pages en fonction des systèmes PBTA ou autres systèmes collaboratifs qui va bien t'expliquer c'est quoi le partage de la parole, comment séquencer les choses, comment... Là, tu n'as pas. Tu n'as pas. La seule règle, le seul point d'ailleurs au niveau de la narration collaborative qui est abordée, c'est cette petite colonne qui va dire en fait que voilà, que les joueurs vont choisir des objectifs, que le MJ va déterminer les tests à effectuer pour les atteindre et les conséquences en cas d'échec. C'est assez marrant. Ce qui est agréable, comme dans la narration collaborative, si toi MJ, tu élabores les conséquences, c'est le joueur qui les narre. C'est le joueur qui va les interpréter avec le matériel que tu lui donnes et qui va construire le récit. Donc ça, c'est super intéressant. Tu as aussi toute une mécanique qui fait qu'une tentative te coûte un point de vie. Et forcément contre un DD de 12. Sauf que ce DD, il peut être augmenté par tes points de MJ. T'en as que 3 au début. C'est assez limite. Après, bon, en fonction de l'augmentation des rangs et certaines prises de risque des joueurs, tu vas pouvoir en gagner plus. Là où c'est un peu chiant, c'est voilà. On a un endroit où on va t'expliquer que le MJ, je lis littéralement le point, le MJ et le joueur se mettent d'accord sur la nature du test. Bon, si tu veux, ok. En général, l'un des deux choisit la caractéristique en rapport avec l'action. Très bien, exemple, mon joueur va choisir s'il fait plutôt ça comme un bourrin, s'il fait ça comme avec de la... Enfin, si on est dans une caractéristique physique, plutôt en utilisant son endurance, s'il fait ça en utilisant sa dextérité. Enfin, c'est con, mais on a, voilà, on a un truc qui est coincé dans la boue, un chariot coincé dans la boue. Est-ce qu'il va le faire en épreuve de force pure, à bourrer, voilà. Est-ce qu'il va au contraire dire non, moi je suis quelqu'un de très endurant, je pousse petit, même si ça prend une heure, je m'en fous, je pousse et je gratte centimètre par centimètre. Est-ce qu'il va utiliser la dextérité, bon, qui est plus dur à mettre en place là, par exemple, la dextérité. J'ai pas d'idée comme ça, hein, j'ai pas préparé l'exemple. Par contre, il pourrait utiliser son intelligence. Dire non, parce que moi je suis pas un con et j'utilise un levier, machin, comme ça, comme ça, comme ça. Il pourrait même utiliser la sagesse, oh, mais moi je remarque telle et telle chose, et en fait par rapport à mon environnement, eh ben, j'ai remarqué qu'il y a tel arbre là-bas que l'écorce se détache, et que je vais glisser l'écorce sous les roues qui sont embourbées pour que ça puisse rouler plus dessus. C'est un exemple un peu débile, parce qu'en fait, normalement, le poids de la charrelle va faire exploser l'écorce. Mais enfin bon, vous voyez, c'est le joueur qui va proposer la carac. Voilà. Et le deuxième point, enfin le joueur ou le MJ, voilà, l'un des deux choisit la caractéristique en rapport avec l'action, et l'autre les caractéristiques nécessaires pour bénéficier du bonus de maîtrise. Bon, là, si vous êtes un peu connaisseur en système DDS, cette phrase ne veut rien dire. Voilà. Les caractéristiques nécessaires pour bénéficier du bonus de maîtrise, ça veut rien dire. Il me semble, peut-être moi qui n'ai rien compris, mais il me semble que ça veut rien dire. C'est en fait, il y en a un qui choisit la carac, l'autre qui choisit la compétence. C'est les compétences qui sont liées au niveau de maîtrise. Voilà. Bon. Et puis après, il y a aussi d'autres trucs intéressants là-dedans, hein, sur cette aide narrative, comme on décrit les règles. C'est le fait que joueur entre joueurs, si les joueurs arrivent à bien rebondir les uns sur les autres, ils gagnent inspiration. L'inspiration est très utile à Historia, et il y a vraiment tout un côté qui est, voilà, qui te pousse à la dépenser, la regagner, la dépenser, la regagner, la dépenser, la regagner. Et là, dans la scène narrative, on le voit très très bien. Alors que la scène collaborative, on t'explique clairement, en fait, les joueurs racontent leurs trucs entre eux. Toi, MJ, tu restes très sur, voilà, très décalé, et t'interviens un petit peu pour limiter les délires, ou leur mettre un petit peu de bazar, mais bon, t'as pas des masses d'outils qui te sont super donnés. Voilà, voilà, voilà. Sinon, faire monter les enchères. Bon, après, il y a un système aussi par rapport à l'adversité, parlons-en. Je n'ai pas compris. Alors, il y a un truc d'idée qui est très très bien, c'est que tu vas avoir des adversaires type, du genre l'assaillant, l'enchanteur, le protecteur, que tu vas pouvoir leur rajouter dessus des traits spécifiques pour les spécifier et les rendre un peu plus forts. Jusque-là, très bien. Et après, tu as plein de petites mécaniques en fonction de la séquence narrative, du niveau de tes persos, pour augmenter leur puissance. Mais en fait, entre ce qui t'est donné comme règle et ce qui t'est donné comme exemple, est-ce que tu peux aller glaner dans l'écran qui te résume tout ça, ouais, chaque fois, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, hein, mais à chaque fois, c'est pas, ça colle pas. Voilà, ça colle pas. Les exemples, si tu suis bêtement ce qui t'est donné, ça donne pas les scores qui te sont donnés si tu appliques les règles par rapport au truc de base.
ami MJ, voilà, tu refais, tu détermines ce que selon toi. Moi, l'exemple me semble beaucoup plus probant en fait que ce qui a été mis dans le texte des règles. Donc, à mon avis, bidouille. Moi, je bidouille par rapport à l'exemple qui me semble beaucoup plus pertinent. Ensuite, le faire monter les enchères. Ça, c'est pareil, une règle qui a été un peu foirée. Alors, en fait, j'ai fouillé en me disant comment on a réussi à foirer ces quelques règles majeures. Il y en a une ou deux autres dans le bouquin. Et en fait, la version d'Arcane, c'est la version traduite de la version ricaine. Si j'ai tout bien compris, hein, parce qu'ils ont mis les crédits de la version américaine. Alors qu'en fait, la version ricaine avait déjà eu des erreurs de traduction par rapport à la version italienne. Elle se fait un petit peu tacler sur certains forums et certains amoureux d'Historia parce que ils ont fait des conneries. Or, traduire très bien une version qui a des erreurs, c'est nous proposer les mêmes erreurs dans la version française. Et c'est ça, c'est l'histoire des règles de narration partagée qui, bon, vous avez vu, hein, c'est pas un immense bug. Il faut remplacer le mot caractéristique par le mot compétence. Il y a par exemple aussi faire monter les enchères, où là c'est buggé, au sens on va te dire que ton groupe, un début de partie, peut te dire tiens ami MJ, on augmente la difficulté. Ils réduisent leur rang de 1 et augmentent la réserve d'adversité de 3. Ils gagnent 3 rangs supplémentaires lorsqu'ils réussissent la mission et 1 de plus par rang de l'aventure. Je vous rappelle que les rangs vont de 0 à 4, situés dans les factions ou les carrières, et de 1 à 4, enfin de 0 à 3, donc elles ont 4 niveaux, et de 1 à 4 si tu utilises le terme de rang pour traduire le niveau TPJ. Et sinon, il n'y a aucun moment ça n'explique quoi que ce soit. C'est-à-dire déjà pour faire moins un rang, ça marche qu'à partir du niveau 2 ou du niveau 1 quand tu es sur une faction pour retomber à 0. Mécaniquement, à quoi ça correspond? Tu peux dire quand tu es sur faction errant, c'est le côté je dispose pas de ma thune, je dispose pas de mes contacts, mais du coup, il va falloir le justifier dans la narration. Et surtout, qu'à la fin, voilà, ils gagnent 3 rangs supplémentaires lorsqu'ils réussissent la mission, et plus 1 par rang de l'aventure. Alors, donc si je le fais à niveau 2, j'ai une aventure de rang 2, donc ils vont gagner 3 plus 5. Est-ce que je le recalcule par rapport au 2 ou est-ce que je le calcule par rapport au 1 sur lequel ils ont diminué? L'un ou l'autre, en fait, de toute façon, j'explose le fait que la limite de rang, c'est 4 ou 3. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais on s'y est mis à plusieurs. Je l'ai relu 10 fois, dans tous les sens possibles et imaginables. Je ne comprends pas cette règle. Et pourtant, j'ai l'habitude de m'en bouffer. Et pourtant, on s'y met à plusieurs. Donc, soit on est plusieurs à être très très cons. Sauf là, en fait, il y a un problème. Donc voilà, j'ai un peu remonté ça, machin. Après, bon, ça ne rend pas caduque le jeu. Mais il y a un ou deux petits endroits comme ça où si t'es un MJ, moi je me suis arraché les cheveux parce que j'ai vraiment voulu bien cerner le truc par rapport, que j'allais faire des playtests, j'allais faire ce retour. Ça ne gâche pas le jeu, surtout si tu décides de jouer juste en mode DD5. Mais voilà, si tu veux jouer avec, par exemple, faire monter les enchères, qui est une super option, toi tu gagnes plus de points en tant qu'MJ pour compliquer les choses, faut que tu réinventes la règle, parce qu'en fait, la règle qu'on te donne, ça veut rien dire. Voilà. Il y a un ou deux endroits aussi dans le bouquin où tu as une ou deux petites règles buggées comme ça, où peut-être que c'est moi qui ai rien compris, peut-être qu'elles sont. Mais voilà. C'est ce type de truc, c'est vraiment la plus flagrante. Enfin, celles que je trouve qui sont les plus flagrantes, c'est effectivement le faire monter les enchères, qui en termes de délire est vraiment intéressant et qui donne plus de points au MJ. Mais du coup, à toi d'inventer sur comment ça se répercute à ta table, parce que voilà, les histoires de rang, c'est juste, je gagne plus 7 rangs sur un truc limité à 4 que, voilà. Et puis il y a le fait aussi que les trucs d'adversité, il y a des trucs qui collent pas entre les exemples et puis ce qu'on te donne. Après, c'est peut-être moi enfin voilà, c'est peut-être juste l'exemple qui est faux, hein, mais moi j'aime bien ce que donne l'exemple. Et puis j'ai pas tout compris en raccord. Mais voilà, on n'est pas sur de l'immense truc, hein. Le seul bug reconnu, de toute façon, c'est que les jeteurs de sorts n'ont pas leur liste de sorts, et que ça, c'est dans les ratas qui est disponible chez Arkham Asylum. Je pense que ça serait une bonne chose aussi qu'on ait les une ou deux coquilles, comme voilà, la règle de narration partagée, que ça soit clair que caractéristique est à remplacer par compétence.
la règle de faire monter les enchères, où je ne comprends absolument pas ces histoires de rang. Enfin, comment tu peux avoir plus de rang que ce que la mécanique de jeu te le permet? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, je me les suis bouffé et rebouffé ces pages, hein, mais bon. Le petit truc sympa sur personne n'a envie de mourir, bah oui, hein, vos PNJ sont pas des kamikazes et on peut vite demander grâce, tout ça, donc ça c'est bien intéressant. Comment utiliser les points d'adversité quand t'es MJ, ça c'est bien intéressant. Même si par exemple, bah, c'est pas du tout équilibré. Par exemple, quand t'es MJ, tu peux rendre certains PNJ plus forts, mais pour un point d'adversité, euh, à partir d'une aventure de rang 2, tous ceux qui prennent part au combat ont plus 2 pour toucher à leur test de carac, double nombre de dégâts qu'ils font, et leurs points de vie sont doublés s'ils en ont. Parce que sinon, ils peuvent être gérés en niveau de fatigue. Par contre, pour un point, j'ai aussi augmentation des dégâts 1, gagne 25 points de vie supplémentaires et une capacité spéciale. Certaines capacités spéciales peuvent le valoir. Enfin là, c'est pas une personne, c'est tous ceux, l'exemple d'avant. Pour 2 points d'adversité, j'augmente les dégâts de 1, je gagne 5 points de vie, une capacité spéciale, 2 utilisations de résistance légendaire, et une action supplémentaire à l'initiative 13. Voilà. Donc tout simplement pour dire que pour un point, j'ai beaucoup plus que pour 2 points. Bon, après, ça va vachement dépendre en fait de qui tu buffes, tout ça. Mais voilà, sur l'augmentation de l'adversité, il aurait fallu rajouter que ça marchait qu'avec les personnages en fait qui sont justement les figurants. Parce que si tu utilises cette option de 1 au niveau de ton boss, tu doubles ses points de vie sur une aventure de rang 3, autant te dire que c'est vachement plus avantageux que gagner 50 points de vie. Hein. Enfin bon, c'est des petites histoires comme ça, et Historia, justement, n'est pas construit dans cette idée de optimisation, de calcul, machin. Une partie d'Historia. Puisqu'effectivement, je trouve qu'Historia a le cul entre 3 chaises. Ces intentions qui m'ont complètement séduit de narration partagée, mais où bah, du coup tu as quelques démertois, hein, à savoir par exemple les traumatismes, comment c'est effectué, à savoir les blessures, voilà, quand tu te prends un gros coup, c'est quoi un gros coup? C'est déterminé par le méchant en fonction de ce qu'il a envie. À savoir la narration qui supplante les règles, enfin des tas de trucs comme ça qui moi me plaisent beaucoup, mais qui du coup vont pas trop avec un système pur DD5 où tu as absolument 15 millions de combos qui vont arriver sur combien tu vas faire de dégâts avec un petit coup de dague. Sans compter que si tu fais toute cette mécanique de dégâts, machin, pour arriver à des PNJ où n'importe quel niveau de dégâts qui est mis représentera un niveau de fatigue. C'est-à-dire mon 1d12 plus 1d8 plus rien à foutre, c'est un niveau de fatigue, autant que ma petite chauve-souris qui va croquer les chauves-souris vampires, quand elles croquent avec les dents, elles font 1 point de dégâts plus niveau de constitution. Ça sera le même dégât. Et la seule variable qui va me proposer les règles, c'est que sur un coup critique, ça compte 2 niveaux de fatigue. Ou sur les trucs d'armes à feu, qui peuvent en compter beaucoup. Enfin voilà, il y a un côté très narration freeform, faites comme vous le voulez. Et d'un autre côté, est-ce que c'était vraiment le DD5 qui est le plus adapté à cette narration freeform? Ils ont réussi à faire un truc qui est pas, voilà, qui est pas du tout uni, hein, que moi de toute façon, enfin j'ai super adoré. On a fait notre partie à donf, tout curseur narration partagée, et les joueurs me faisaient bien remarquer que bah ouais, ça a été super cool. On a vraiment passé un bon moment. Mais c'est parce que eux étaient des joueurs qui connaissaient c'était quoi la narration partagée, et que d'un point de vue mécanique, ils n'avaient pas senti en quoi Historia les aidait. Et j'ai les 3 quarts de mes joueurs qui ont acheté le livre. Voilà, donc, on a tous lu les règles. On est tous au point, certains sont au point sur DD5 et la narration partagée a tendance gros fan plus que moi. Enfin, c'était vraiment, il y a des points où on s'est dit, niveau intentionnel, c'est superbe. Niveau réalisation, ça manque un peu de mécanique pour aider un MJ ou une table de DD qui passerait véritablement à la narration partagée. Les outils sont pas suffisants si tu n'as pas un minimum de pratique de la narration partagée. Ça va être une grosse douche froide et c'est compliqué. Et quand je dis entre 3 chaises, c'est qu'on a effectivement cette volonté et ces outils introduits de narration partagée. L'alchimiste a créé en collaboration avec le MJ sur ses cycles, tout ce que je vous ai dit, hein, les traumatismes, comment en fait on chope une blessure, et tout ça. À côté, on a des mécaniques très précises,
type DD5. Dans le genre, je dépense mes points, hop, j'ai des adversaires qui sont comme ça, je rajoute tel bloc stat, plus telle compétence spéciale. Là, on est vraiment sur le côté mécanique ultra précise de DD5. Et au-delà de ça, on a même les règles de bataille rangée, où là, on monte presque sur une troisième mécanique, mécanique semi-wargame. Je les ai lus, je me suis fait chier, je suis passé à autre chose. Je ne vous le cache pas que les batailles rangées, j'en ai rien à caser, voilà. Donc je les ai lus histoire de c'est bien, je les ai lus et j'en ai rien à foutre. Une bataille rangée chez moi, ça se passe très clairement en MJ. J'ai prévu d'où c'est que ça allait donner, mais mes joueurs peuvent justement être les leviers qui changent la narration, qui changent l'histoire en fonction de leur action. Bon, il y a de ça, hein, mais bon, après toi, les phases de préparative, les champs de bataille objectifs, les phases tactiques, les phases. Après, il y a une phase narrative, c'est cool, mais voilà, c'est des mécaniques que j'ai trouvé un petit peu. En plus, non, c'est faux, même pas un petit peu lourd. En plus, il y a presque un aspect de narration partagée dedans, mais voilà, c'est ce qui m'intéresse pas le plus. C'est peut-être l'endroit où il y a eu la meilleure synthèse, mais voilà, c'est des règles qui m'intéressaient pas. Donc, c'est des bonnes règles, tant mieux qu'elles soient là pour plein de gens. Moi, je m'en moque un peu, et puis du coup, il y avait ce côté, voilà, dans l'esprit d'Historia, de simuler des grosses batailles. Enfin voilà, faut que vos persos ils montent de niveau, faut qu'ils commencent à être des chefs enfin, ça devient un petit peu compliqué. Bon, après, bataille rangée, d'ailleurs, ça ne veut pas que dire bataille à 15 millions. Hein. Mais bon, il y a quand même les champs de bataille et les objectifs, capturer les personnages adverses, les machins, tuer des personnages spécifiques dans le camp adverse. Voilà, je vous le cache pas, je les ai lus, je me suis dit rien à foutre, jamais je l'utiliserai. Et puis voilà, mais elles sont bien faites. Hein. De mémoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est en 6 pages. Et c'était pas dégueulasse, mais je m'en fous. Voilà, perso, c'est pas du tout mon style de jeu. Et on arrive au chapitre 10, le chapitre merveilleux dont je vous ai déjà parlé. Le chapitre qui t'amène plein de PNJ qui sont en fait tous, bon, ils sont tous statés, mais qui sont tous des super morceaux de l'univers, voilà, de l'univers d'Historia, qui se relancent. Bon, c'était fini un petit peu. Hop, ça c'était pour la grosse présentation, les règles et compagnie. Je vais pas cacher qu'à certains endroits, les règles, je les trouve légèrement, voilà, il y a de la coquille, il y a de la règle qui sont pas compréhensibles. Je me suis tellement investi dedans que bon, les 15 jours de totalement emparage du système et tout, ça m'avait bien arraché les cheveux. Après usage, machin, il y a rien, voilà, il y a rien d'insupportable, c'est juste d'insupportable. Lapsus, il n'y a rien d'insurmontable, d'insupportable non plus. MJ te braque pas. Quand tu tombes sur une règle que tu te dis ouais, ça veut rien dire, c'est pas forcément toi qui délire. T'es maître des règles, fais bien ce que tu veux. Et MJ de DD5, si tu es habitué à DD5, ne te laisse pas avoir par ce côté, on te propose la narration partagée. C'est mon plus grand regret, mais je dois bien être obligé de le constater. Si tu n'as pas voilà, quelques heures de jeu narratif, il y a des éléments que tu ne pourras pas comprendre. Ce n'est pas pour rien que les jeux à narration partagée prennent 40 pages pour t'expliquer c'est quoi de la narration partagée, où là tu as une colonne. Enfin, je veux dire, ça se comprend de soi. Une colonne versus 40 pages. Donc avant d'utiliser la narration partagée d'Historia, fais un vrai jeu de narration partagée, qui t'apprend c'est quoi la narration partagée, et puis à le faire. Et puis après, nous on a pris notre pied. Mais voilà, il va te falloir des outils. Ça a été le premier réflexe de mes joueurs, hein, ceux qui sont justement un peu en narration partagée, qui ont ouais, non, mais moi je vais peut-être faire des tableaux pour que voilà, on ait des aides en narration partagée pour aussi pour le MJ, c'est-à-dire pour moi, où tu peux avoir des rebondissements faits sur un coup de dé qui va tous. Enfin, voilà, on en est à. On crée des aides de jeu pour notre table en plus. Parce que bah, on aime bien la narration partagée et que le peu qui est donné en termes d'outils de narration partagée, ça se trouve surtout dans le background à co-construire. Mais pas mécaniquement dans des trucs qui vont t'aider à le faire. Voilà, voilà. Donc, analyse de fond. Analyse de fond. Historia est un jeu qui a un côté dark fantasy ou jeu des animaux qui est vraiment de surface, qu'il peut être joué comme ça. Certaines des aventures qui sont dans le recueil sont très agréables et sont dans cette optique. Mais il peut, et je pense qu'il prend vraiment absolument son goût à partir du moment où votre table, comme la plupart des jeux, hein, s'empare vraiment des choses et vous allez pouvoir tisser voilà, des récupérations de quelques scénarios officiels que vous mettez dans votre campagne, machin, mais que vous construisez quelque chose de plus gros.
parce que c'est vraiment, ça s'y prête. Ça s'y prête. On a un monde qui est très subtil, qui est très dans le background de fond et dépeint, mais d'une manière, comme je vous le disais, il faut prendre sa pioche. C'est pas facile. En tant qu'MJ, voilà, les secrets du jeu sont des secrets cachés dans le jeu. Tu peux faire une lecture et que ça te passe au-dessus de la tête. Complètement. C'est vraiment, faut une lecture attentive, puis dire, attends, ça, on en a déjà parlé telle page. Ah, et on en a déjà parlé telle page. Dès quand je mets les pièces de puzzle ensemble, ça me dit autre chose. Parce que c'est ce que fait le jeu. Il te raconte autre chose derrière. Donc là-dessus, c'est très fort. C'est un jeu excessivement mature, si vous voulez jouer de la dark fantasy au sens en fait de la mature fantasy. C'est dark parce qu'en fait c'est mature, tout simplement. Je veux dire, des gens qui se flagellent puis qui font des bûchers, on en a eu dans notre vrai monde. Alors, ou alors on est dans un dark monde. Bon. Donc analyse de fond par rapport au background, un jeu extrêmement pas élitiste, j'aime pas ce mot, mais un jeu qui va demander de l'investissement pour les joueurs et pour les MJ. Si vous voulez jouer en narration partagée, il demandera un investissement pour les deux. Si vous voulez jouer en mode DDS, et que surtout vous appuyez sur les recueils, voilà, avec le recueil de scénario, même le MJ n'est pas obligé de se dire oh là là, c'est un méga jeu, un investissement de fou. C'est pas vrai, le recueil de scénario te permet en fait d'éviter cet écueil. Si tu vas au-delà du recueil de scénario, tu peux continuer à y jouer sans tout le côté narration partagée, tout ça, en restant sur Historia DDS. Et si tu aimes la narration partagée, il faut que tu sois au point sur la narration partagée. Et à partir de là, tu arrives sur... moi, c'est comme ça que je tombe amoureux d'Historia, mais un jeu qui vraiment va s'ouvrir, mais qui va demander beaucoup d'investissement. C'est-à-dire de travail, ne serait-ce pour comprendre le background caché. Il y a du background caché. Pour comprendre les thématiques de fond. À savoir effectivement, oui, on joue des animaux, mais c'est La Fontaine. On parle de l'humanité. Tout comme on va parler de la sauvagerie des humains. Voilà, les bûchers, on en a fait pour de vrai. L'Inquisition, on en a fait pour de vrai. Là, on utilise des animaux pour parler de cette sauvagerie humaine. Mais on parle d'humains. Donc on a vraiment des thèmes qui sont des thèmes matures, des thèmes profonds. On a des quêtes, et puis des... Oula, elle va pas tout me casser, choupinette. On a des quêtes et des intrigues qui sont tissées par rapport à certaines révolutions qui sont en train d'arriver, par rapport à certaines annexions qui ont été faites et qu'il y a de la résistance qui se prépare, par rapport à certaines choses au niveau de la religion des ossuaires qui sont à deux doigts de sortir et que est-ce qu'on s'est tout planté? Est-ce que le mal revient? Il y a 2-3 indices sur un mal, comme dans ce moment dans les trucs Medfan, hein, un mal indicible qui revient. Il y a vraiment pas mal de petites choses qui sont mis en place, il va falloir t'emparer ou non, à choix, en tant qu'MJ. Sur le côté intentionnalité, c'est ce côté aussi Historia va être... moi j'ai vraiment, et ma table, on a apprécié l'intentionnalité narration partagée, même si, vraiment je le redis avec des sabots, la narration partagée d'Historia te donne très très peu d'éléments pour découvrir la narration partagée. Tu ne découvres pas la narration partagée en venant de DD5 via Historia, tu te plantes la gueule. Tu n'as pas assez d'outils. Voilà, la narration partagée, c'est pas un truc que tu expliques en une colonne, genre hop hop hop, vous avez les petites règles, démerdez-vous. Il y a vraiment un état d'esprit, une manière de partager la parole qu'Historia va pas t'amener. Par contre, si tu es à l'aise en narration partagée, il n'y a pas de souci. Historia a quelques bugs, j'ai pas tourné autour, je vous l'ai dit clairement, je vous ai donné des exemples. Après, voilà, moi ça m'avait beaucoup gonflé parce que je voulais absolument machin, rien. C'est des choses qui se retravaillent. Hein. Je vous ai lu, de toute façon, la règle la plus incompréhensible, celle avec les histoires de rang, machin. J'ai pas compris. Après, si quelqu'un a compris, moi je serais heureux qu'on m'explique, hein, parce que voilà, j'aime ce jeu. J'aime ce jeu. Donc bon. Mais il y a quelques points où, c'est pareil, il y a une ou deux règles par rapport à certaines capacités que tu fais, ça marche pas. Mais voilà, c'est ça, c'est comme quand je vous disais, il faut remplacer en fait compétences par caractéristiques. C'est des trucs que tu peux assez facilement remodifier. C'est pas, voilà, on n'est pas sur la fin du monde, mais c'est présent. Voilà, c'est pas parce que je suis fan d'Historia que je voulais le passer sous silence. Si vous voulez un jeu clé en main, Historia est pour vous si vous prenez le recueil et que vous cassez pas méga la tête, jouez les aventures telles quelles, tranquille. Sinon, Historia est un jeu qui vous demande de l'investissement.
pour en tirer la moelle, il faut de l'investissement. Après, sur qu'est-ce que ça raconte, mais c'est beau, enfin c'est beau, c'est mature, c'est sombre. Là, en ce sens-là, il est vraiment dark, parce que on est en train de parler de l'humanité, on est en train de parler des travers de l'humanité. Et oui, on joue des animaux, mais voilà, tout comme ouais, les fables de La Fontaine, c'est des animaux pour les enfants. Ouais, 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 on joue des animaux, ouais, mais enfin, si t'es, voilà, si t'as dépassé le stade de dire, en fait, dans les fables de La Fontaine, les animaux, ils représentent des humains. Bravo, bienvenue dans Historia. Ouais, les animaux représentent des humains, bien évidemment. Il y a des tas de choses qui sont vraies. Il y a un aspect géopolitique et religieux qui est vraiment riche, qui est dur à saisir. Il y a des tas de pistes qui sont lancées où t'as pas grand-chose. Par exemple, l'Empire du Khan, t'as pas grand-chose. Les îles, par exemple, des Vikings, bah, c'est pareil, t'as pas grand-chose. La cité-État, la République, t'as pas grand-chose. On est vraiment, voilà, on est sur le continent qui t'est donné. Oui, bah, ce qui serait de toute façon dans n'importe quel jeu de base où on dirait ça va voir le supplément, machin, où on développe le cadre. Je sais pas s'il y en aura un supplément, je sais pas s'il existe en italien. Ami MJ, en partoison, hein, bien évidemment. Bah, de toute façon, il faut que ça devienne ton jeu, il faut que ça devienne votre jeu, d'ailleurs, hein, parce que les joueurs ont leur mot à dire. Donc faites-vous plaisir. Donc, un jeu qui a énormément d'ambition, qui les réussit pas toutes au niveau de la narration. Voilà. Il ne réussit pas ses ambitions si vous n'êtes pas adepte de la narration partagée. Et si vous êtes adepte de la narration partagée, vous allez, comme nous, vous dire, bon, on va construire des outils pour nous aider à faire de l'impro pour machin, parce que sinon, enfin voilà, tout le monde va avoir le crâne qui fume puis qui explose. Et du coup, cette volonté de narration partagée sur un système DDS, ouais, pour dire les choses clairement, je pense que les auteurs italiens se sont dit, je pense qu'ils jouent en Dungeon World, qu'ils jouent en Apo, et qui se sont dit, bah nous, notre jeu, on a envie qu'il ait une portée mondiale. Peut-être qu'il y avait des fans à leur table de DD5 qui ont essayé leur hybridation d'un DD Apo Keep, machin, et que ça a donné les mécaniques d'Historia, qui sont à mon sens perfectibles, et que j'invite tout un chacun à les perfectionner. Après, c'est un problème que si vous voulez inclure voilà, tout ce qui est narration partagée, si vous mettez tout ça à la poubelle, vous modifiez une ou deux règles à 2-3 endroits, et puis roule ma poule, hein, vous avez du DD. Vous avez du bon DD5, simple et efficace. Vous gardez les blessures, les niveaux de fatigue, les points de gloire, cette notion de repos plus difficile. Le seul truc que vous allez être obligé de garder, de la narration du jeu en coopération, c'est si vous jouez des alchimistes, les cycles, vous serez obligé de les construire avec vos joueurs, en faisant gaffe à l'équilibrage de la table. Mais sorti de ça, il y a tout un aspect qui peut en rester juste sur des DD5. Et puis voilà, donc conclusion, vu que de toute façon ce que j'avais prévu de dire en analyse, j'ai pas arrêté de le disséminer tout le long. On a un jeu qui est vraiment mature, qui est vraiment pas évident à prendre en main, aussi bien qui est pas évident à prendre en main si vous voulez aller gratter le fond des choses. Si, comme moi, vous êtes un amoureux des petits trucs perdus à droite et à gauche dans le background et que vous connaissez le background secret ça va être un jeu qui est, qui vous demande beaucoup, qui est exigeant. C'est exigeant. Voilà, c'est pas un jeu élitiste, c'est un jeu exigeant. Tout simplement, c'est un jeu exigeant. Une fois qu'on a réussi quand même à bien prendre le coup de main, si vous arrivez à vous emparer de cet aspect, enfin nous on a vraiment passé un très bon temps sur la narration partagée. Enfin, on devait faire une partie test, c'est devenu un truc, on s'est dit bah voilà on joue en campagne, on s'est posé la question quand c'est qu'on finit, on s'est répondu bah en fait quand on a raconté quelque chose par rapport aux éléments de base qu'on a introduits par rapport à la création des persos, et on est tous contents. Donc non, il y a vraiment, il y a du beau jeu. Voilà, il y a du beau jeu au sens où ça donne des briques, mais ces briques, il va falloir que vous les construisiez à table. Là, il y a un niveau exigeant qui est élevé. Sinon, si vous faites le combo livre de base et le recueil de scénar, et vous jouez des scénars qui sont dans le recueil de scénar. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Nous, le côté justement, on s'investit à fond, fait déjà que j'ai la moitié des scénars du recueil de scénar qui vont devenir caduques parce que voilà, ça intéresse pas mon groupe. Ça, le côté l'employeur est bien, mon groupe va dire rien à foutre, on a autre chose à foutre que. Enfin voilà, tes missions, ça intéresse pas. Oh machin bidule, il s'engueule, on va les laisser s'engueuler, on ne se fout pas le nez là-dedans. Enfin, voilà. Donc, à contrario,
avoir un côté groupe très investi, très construit, va te rendre caduque quelques éléments des recueils de base. Enfin, c'est aussi parce que j'ai un groupe quand même très spécifique, hein, j'ai un groupe d'intello, quoi. Mais, mais voilà, moi j'ai trouvé un super bon jeu, vraiment. L'autruche est en train de sauter partout pour Toine, là, c'est sa grosse révélation de l'année. Il lui fait des bisous, il a fait des stèles. Moi j'ai vraiment énormément accroché sur Historia. J'en ai énormément chié au niveau des règles, à me dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je décide que non, ça c'est une erreur dans le livre de base, et je fais mes règles à ma place. Qu'est-ce que je décide aussi? Non, ça c'est pas une erreur. Les traumatismes, ça c'est pas une erreur, mais je ferai autrement parce que j'ai choisi de raconter, voilà, de manière autre. Mais vraiment, voilà, une très belle expérience dans laquelle nous avons embarqué et déplié nos voiles et du très beau jeu et du jeu exigeant sur sa profondeur, qui a des outils pour être joué aussi plus en légèreté. Dans le recueil de scénar, hein, on a vraiment un scénar qui est le scénar type d'intro. Tu prépares des pré-tirés qui sont très genre gentilshommes, tous pour l'honneur, un petit peu tous bagarreurs. Ils jouent dans les 5 minutes. Il y a quelques missions, on parle de missions, ou qui vont être simples à mettre en place. Sur un groupe intello, bah, du coup, ils s'intéressent au mystère du monde, donc ils sont pas intéressés par Jean-Louis et Bidule. Ils ont besoin de gros bras pour faire quelque chose, quoi. Voilà, tout simplement. Donc Historia, du très très bon, mais qui demande beaucoup, beaucoup de travail pour être véritablement investi. Dans sa compréhension, dans la réécriture de 2-3 passages, dans l'investissement des joueurs. Mais moi, j'ai trouvé du grand art. Après, faut que vous ayez le temps. Voilà. Vous ne vous laissez pas fasciner en vous disant j'y jouerai dans 10 ans si vous savez honnêtement que vous n'aurez pas le temps d'y jouer. Enfin, puis pas le temps d'y vous y investir et d'y jouer à minimum long terme. Enfin, nous, on est parti pour du 6 mois minimum. Minimum. Enfin, à mon avis, on fera plus. Mais voilà. C'est intéressant, c'est accrochant, tout le monde y la fond. Bon, sur ce, je vais arrêter de répéter 15 fois la même chose. Historia, ça parle de l'humanité, ça parle de ses travers, ça parle de notre vraie renaissance et de la bestialité qui se cache voilà, sous le masque de l'humanité, des aspirations de ce qu'est l'humain, d'à quel point le pouvoir corrompt, les politiques, le pouvoir corrompt la religion, à quel point aussi vos personnages vont devoir lutter contre la corruption en devenant plus puissants, à tel point les choix moraux ne sont pas du tout manichéens. Et voilà, bienvenue dans Historia, un setting des dessins excessivement mature dès qu'on gratte un peu. Voilà, donc Historia, c'est beau, c'est la 5e, on joue des animaux, mais c'est beau. C'est beaucoup plus que la 5e si on veut en venir à la narration partagée, et c'est un monde qui s'y prête beaucoup vu les éléments de background qu'on a. Mais du coup, faut que vous ayez des bases de narration partagée par d'autres jeux. Et oui, on y joue des animaux, mais on joue des humains à masque, à masque animal, pour parler de l'humanité et de ses travers. Et c'est en cela que c'est de la dark fantasy, parce que c'est de la dark réalité, c'est de la réalité à vos tables de jeu. Voilà. Apprenti Torquemada, bienvenue, vous avez un jeu pour vous. On peut jouer des gentils révolutionnaires quand même. Et même les gentils révolutionnaires, la moitié c'est des tarés. Voilà. Tuer c'est mal, quoi. Bon. Sur ce, bonne découverte pour ceux qui tomberont amoureux comme moi. Pour les autres, testez un coup ou pas, hein, si ça vous fait peur. Si ce côté vraiment sérieux vous fait peur, testez dans votre club sur quelques scénarios du recueil qui peuvent être beaucoup plus goût habituel d'un scénar à la DD5, sauf que vous verrez qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de il y a pas de monstres. Les monstres, c'est nous. Enfin, voilà, de toute façon, le bestiaire est remplacé par des PNJ. Ça veut tout dire, quoi. Les monstres, c'est nous. Si on le veut bien, si on s'y laisse aller, si on est trop traumatisé par la vie. Historia, un grand cadre de jeu, mais un cadre de jeu exigeant et un cadre de jeu sombre, véritablement sombre.